Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct sur notre antenne. Parmi les thèmes abordés aujourd'hui, la lutte contre le chômage après le plan d'urgence pour l'emploi présenté hier par François Hollande et très critiqué par l'opposition. Analyse et décryptage dans un instant. Début de l'examen du projet de loi sur la biodiversité au Sénat. Son but est de renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les décisions publiques et privées d'aménagement. Un texte très attendu par les associations de protection de la nature et adopté par les députés il y a déjà 10 mois. Accord entre députés et sénateurs sur le texte sur la fin de vie, ce qui ouvre la voie à une adoption définitive de la proposition de loi Claes-Leonetti. Elle prévoit un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 18h30, nos journalistes en duplex, Tam Tranui dans l'hémicycle du Sénat et Mickaël Zamès, salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence ce multiplex parlementaire avec Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Tam, dans moins d'un quart d'heure vont débuter les questions d'actualité au gouvernement. Quel est l'ordre du jour aujourd'hui ? Oui, alors les sénateurs sont encore derrière moi en train de discuter du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité. Ils vont s'interrompre puisqu'effectivement dans 15 minutes maintenant vont commencer les questions d'actualité avec une thématique principale, vous l'avez dit, l'emploi après les annonces hier de François Hollande sur le plan d'urgence pour l'emploi. Alors il va y avoir d'abord une question du sénateur socialiste Jean-Claude Boulard sur ce thème. Même thématique également pour le sénateur Les Républicains Claude Nougin, mais on imagine que l'état d'esprit ne sera pas le même alors que le président du Sénat Gérard Larcher a déjà dit qu'il en attendait plus du gouvernement, lui qui estime que la boîte à outils contre le chômage n'est pas à la hauteur. Également une question sur ce thème du centriste Jean-François Longeau. Notez également, autre thématique, la question de François Pillet qui va parler de la lenteur législative dont a parlé la semaine dernière François Hollande lors de ses vœux au bureau des assemblées critiquant la lenteur du Parlement. Il avait d'ailleurs la semaine dernière pris pour exemple la proposition de loi sur la fin de vie et hasard du calendrier. Sénateurs et députés sont parvenus à un accord sur ce texte ce matin en commission mixte paritaire. Enfin, à noter la question de la coprésidente du groupe écologiste Corinne Bouchoux qui posera une question au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sur les fiches S pour savoir très exactement comment ces fiches sont élaborées. Merci beaucoup Tam et on vous retrouve tout à l'heure. Je vous le disais en titre, on va tout de suite d'ailleurs retrouver Mickaël Zamès, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Cette fois, Mickaël, vous êtes avec le sénateur Daniel Grémillet qui accueille des militaires de l'opération Sentinelle. C'est à vous Mickaël. Oui, c'est vrai qu'on se sent en sécurité ici, dans cette salle au Sénat. Il y a une trentaine de militaires. On va vous proposer l'image dans quelques secondes avec le sénateur Grémillet et avec le colonel Boudet, tous deux. Vous venez des Vosges, d'Épinal plus particulièrement. Vous êtes du 1er régiment des tirailleurs d'Épinal. Je vais revenir vers vous dans quelques secondes. Monsieur le sénateur, qu'est-ce qui nous vaut cette visite aujourd'hui ? Tout simplement, c'est une reconnaissance. On est ici au Sénat où nous légiférons. On est ici dans une situation où cette Assemblée a pris des responsabilités dans le cadre des décisions suite aux événements de 2015. Et on ne peut pas être indifférent à celles et ceux qui apportent un rôle très important à notre sécurité. Ce 1er régiment des tirailleurs à Épinal joue un rôle très important au niveau national et notamment dans cette opération Sentinelle et aussi à travers le monde. Et pour nous, pour Jackie Pierre et moi-même, en tant que sénateur, c'était une manière quelque part de leur faire partager un lieu de décision avec les conséquences que ça a au niveau de la sécurité. Ils apportent la sécurité dans les rues de Paris, de l'ensemble du patrimoine et bien sûr des femmes et des hommes à Paris. Et il était aussi intéressant qu'ils voient de l'intérieur ce qui peut se passer ici au Sénat. Je vais l'interroger dans quelques secondes, mais les premiers commentaires sur la visite du Sénat ? Les premiers commentaires, je crois qu'il y a un enthousiasme. C'est vraiment intéressant pour eux de voir de près. En plus, aujourd'hui, ils vont participer, ils vont entendre ces questions d'actualité, un moment aussi assez dynamique. De la vie républicaine, évidemment. Exactement, où il y aura un échange avec une grande partie des membres du gouvernement. Et c'est aussi pour eux l'occasion, n'oublions pas que le Sénat
C'est un lieu où l'histoire de la France, les territoires de notre pays sont nés il y a plus de 2 siècles et jouent un rôle très important dans l'architecture territoriale de la France. Colonel Boudet, premier sentiment sur cette visite, j'allais dire que c'est ici que se décide la loi, c'est ici qu'on décide de vos budgets, par exemple. Qu'est-ce que votre sentiment sur ces premiers pas? Le premier sentiment, c'est la conscience d'avoir un immense privilège, d'avoir été invité ici par le sénateur Grémillet et le sénateur Jackie Pierre. Donc le premier sentiment, c'est d'abord un immense honneur et la conscience d'avoir un grand privilège d'être ici. Voilà. On dit beaucoup que cette opération Sentinelle mobilise toutes les forces de gendarmerie, des militaires, et on dit beaucoup que le sentiment qui prédomine, c'est un grand sentiment de fatigue, parce que vous êtes sur le terrain jour et nuit. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, j'espère qu'à la caméra, on ne verra pas la fatigue poindre. Donc si vous ne voyez pas la fatigue, c'est qu'on n'est pas si fatigué que ça. Plaisanterie mise à part, oui, la mission elle est exigeante. La mission elle est à hauteur des enjeux sécuritaires qui sont ceux des Français aujourd'hui. Et la mission elle est exigeante comme celle que nous conduisons en opération extérieure. Donc le degré d'exigence est le même, donc le niveau d'investissement est le même et donc le niveau de fatigue est le même. Mais vous voyez, tout va bien. Vous êtes là depuis combien de temps sur Paris, précisément? Donc le groupement que je commande est arrivé fin décembre et remplira cette mission pour environ 6 semaines, comme les 2 autres groupements qui assurent la protection dans toute l'île de France. Loin de la maison pendant 6 semaines, il n'y a pas de retour possible entre les deux? Non, il n'y a pas de retour, ou alors ils sont vraiment très très rares. Non, c'est comme je vous le disais, comme les opérations extérieures pour lesquelles on s'engage entre 4 et 6 mois. Là, c'est une mission de 6 semaines et on la remplit avec la même détermination. Merci colonel, merci monsieur Boudet. On va juste vous proposer cette image, regardez, elle est quand même assez impressionnante. Ici, dans cette salle du Sénat, avec une trentaine donc, de militaires, des premiers tirailleurs d'Épinal qui sont venus écouter ces questions d'actualité au Sénat. C'est à vous Delphine. Effectivement, Mickaël, une image rare. Merci de nous l'avoir fait partager, Alors, je vous le disais en titre, et Tam Trani vous en parlait, le Sénat s'empare du texte sur la biodiversité, un projet de loi voté par les députés il y a 10 mois et très attendu par les ONG écologistes. Elles espèrent un sursaut face au déclin des espèces en France. Je vous propose d'écouter à ce propos Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, qui est venue défendre ce texte devant les sénateurs tout à l'heure. Alors je sais que pour certains Français, la biodiversité apparaît encore comme un terme un peu abstrait, quelque chose de complexe. C'est pourtant très concret, la biodiversité. Ça concerne directement la santé de tout un chacun. Car une nature malmenée par le dérèglement climatique et les pollutions, ce sont aussi des risques sanitaires accrus. C'est pourquoi ce projet de loi intègre la relation entre la santé et le bon état de la biodiversité, par exemple, en facilitant le recours au traitement naturel de l'eau, en interdisant le rejet en mer des eaux de ballast non traitées. Un accord est intervenu ce matin entre députés et sénateurs sur une version commune du texte sur la fin de vie. La proposition de loi Claes-Leonetti pourrait être adoptée en février. Les explications de Jérôme Ravier. François Hollande l'avait évoqué dans ses vœux aux parlementaires comme l'exemple à ne pas suivre en termes de lenteur législative. La proposition de loi créant des nouveaux droits pour les malades en fin de vie, discutée depuis 1 an à l'Assemblée et au Sénat, devrait enfin pouvoir être adoptée après un accord sur ce texte en commission mixte paritaire ce matin. La sédation profonde et continue sera bien un nouveau droit pour les malades, comme l'espérait Jean Leonetti à l'initiative de cette nouvelle pratique. Le droit à dormir pour ne pas souffrir avant de mourir, qui n'est pas un droit à mourir par l'intermédiaire des sédatifs. Et puis le droit aussi de pouvoir exprimer ses volontés et qu'elles soient respectées, tout en faisant en sorte que quelqu'un qui se suiciderait et qui aurait écrit « je veux mourir », on n'applique pas à la lettre ce qu'il vient de dire et qu'on lui sauve la vie. Le Sénat, qui avait rejeté le texte en première lecture et l'avait modifié en octobre dernier lors de son 2e examen, a réussi à obtenir des modifications à la marge. Satisfaisant pour le co-rapporteur du texte à la Chambre haute. Le texte est équilibré, le texte a du sens et le texte apportera, je l'espère tout au moins, j'allais dire un mieux-être pour les patients, mais aussi une meilleure manière de vivre ce moment-là pour les médecins. Quant aux critiques sur la lenteur, députés comme sénateurs ont défendu un temps nécessaire pour un sujet si sensible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance du sujet qui était traité. C'est vraiment un sujet personnel d'abord, un sujet technique aussi, et un sujet qui touche vraiment tout le monde jusqu'au plus profond de soi-même. C'est bien normal que ça demande beaucoup de discussions. Les députés doivent désormais voter ce texte avant la fin du mois, suivi par les sénateurs en février, et conclure les débats sur un sujet de société sur lequel François Hollande avait promis des avancées.
Et pour parler de cette CMP sur la fin de vie, on continue notre multiplex. On retrouve Michaël Zamès, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec le sénateur socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Georges Labazée. C'est à vous, Michaël. Oui, c'est le chef des files de socialistes sur cette question, notamment sur cette commission mixte paritaire qui a eu lieu aujourd'hui. De réelles avancées sur ce texte, beaucoup plus que ce que proposait la loi Leonetti. Aujourd'hui, c'est une vraie avancée pour les Français. Comment est-ce qu'ils vont retrouver, concrétiser ce texte exactement aujourd'hui dans la vie quotidienne? Au travers de 3 éléments majeurs. L'un qui concerne les directives anticipées, c'est-à-dire la capacité pour chacune et chacun des citoyens français d'écrire à l'avance et puis même de le revoir dans le temps ce qu'ils souhaitent, disons, à leur mort. Ça, c'est un élément très, très important avec la mise en place d'une personne de confiance. Le deuxième élément, c'est pour la personne en fin de vie, la sédation profonde et continue. Ça, c'est un élément qui n'existait pas dans la loi précédente et qui va permettre aux médecins et aux équipes médicales qui vont entourer le malade de l'accompagner dans la mort. Troisième élément, c'est tout ce qui touche ce qu'on appelle le traitement. Alors, est-ce que c'était un traitement, est-ce que c'était un soin, les problèmes de nutrition et de nutrition. Et là, nous sommes également arrivés à un accord. Et je voudrais, dans mon propos, remercier tous les collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ont vraiment fait un travail extraordinaire parce que je dirais que tout en respectant l'esprit du texte initial, eh bien, ils ont bouleversé un petit peu l'ensemble des articles de façon à avoir un texte compréhensible et de trouver un accord, puisque à l'unanimité des 7 députés, des 7 sénateurs, la commission mixte paritaire s'est prononcée favorablement. Merci pour cet éclairage, Monsieur Labazée. Merci d'avoir témoigné en direct. Et nous sommes actuellement en direct également dans cette salle des conférences. Nous allons voir avec l'ancien Premier ministre, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, qui va s'approcher de nous à l'instant. Monsieur Raffarin, on a beaucoup entendu le président de la République hier et on a beaucoup entendu de réactions de la part des Républicains, des réactions négatives sur le plan d'urgence économique. Vous l'avez trouvé à la hauteur, ce plan? Je l'ai trouvé décevant, puisqu'au fond, à nouveau, on sort les vieilles recettes. On va pas sur les réformes, on fait des dépenses plutôt que faire des réformes. Il y a des réformes qui ne coûtent rien. Par exemple, changer les seuils. Mais les seuils, ça change tout pour les PME. On a un certain nombre de mesures auxquelles on a été attaché sur la défiscalisation des heures supplémentaires, sur la régionalisation de la politique de l'emploi, par exemple. On a un certain nombre de propositions qui ont déjà été votées par le Sénat en première lecture de la loi Macron. Elles sont prêtes. Pourquoi le président ne les prend pas? Vous aviez tendu la main pour une grande action, pour une coalition autour du chômage. Cette main, elle vous a été rejetée? Je pense qu'il y a dans le gouvernement un certain nombre de gens qui voulaient faire une politique de l'offre, une politique de développement des entreprises, mais le président est revenu à la vieille idéologie de la politique de la demande, faire de la dépense, distribuer de l'argent qu'on n'a pas pour essayer de satisfaire les consommateurs ou en tout cas aujourd'hui un certain nombre de demandeurs d'emploi. Le problème n'est pas d'aider des demandeurs d'emploi à trouver des emplois qui ne sont pas disponibles, c'est de créer des emplois et ensuite d'aider les entreprises à former les demandeurs d'emploi pour qu'ils intègrent l'entreprise. Je reviens sur ce que vous disiez juste à l'instant. Ça veut dire qu'il y aurait 2 politiques au sein du gouvernement, 2 façons de voir les choses, celle du Premier ministre, par exemple Manuel Valls et d'autres, et celle du président de la République? Je pense qu'il y a toujours eu au sein du Parti socialiste, d'un côté des sociodémocrates de culture proche de la culture libérale, et puis de l'autre côté des socialistes purs et durs qui restent avec l'idée que la finance c'est l'ennemi, que les entrepreneurs sont condamnables. Donc je crois qu'il y a toujours eu cette fracture à l'intérieur du Parti socialiste. Est-ce que vous êtes prêt à tendre la main une nouvelle fois ou est-ce que c'est fini? Écoutez, là, on a été profondément déçus de voir que, à la suite des élections régionales qui ont montré combien le pays était en crise, combien le vote protestataire était fort, qu'il n'y a pas un vrai sursaut à la hauteur. La question, c'est la France. La question, c'est pourquoi on n'essaie pas ensemble d'essayer de montrer que la capacité politique existe, que la puissance politique existe. Les Français reprochent à la politique d'être impuissante. Eh bien, donc, il fallait, sur l'emploi, avoir des résultats. Tant que le gouvernement choisira cette politique, il n'aura pas de résultats. Ça vient de sonner. On va y aller. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, tout de suite, direction l'hémicycle du Sénat pour suivre en direct sur Public Sénat la séance de questions d'actualité au gouvernement. Et on se retrouve juste après pour l'analyse et le décryptage. Et au travers d'eux, remercier l'ensemble des militaires, les forces de police et de gendarmerie, les services civils qui assurent notre sécurité, et c'est un point important. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Claude Boulard pour le groupe socialiste et républicain. Je rappelle que l'horaire aujourd'hui sera militaire. 2 minutes. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur les ministres, ma question s'adresse à la ministre de l'Emploi et elle concerne le plan pour l'emploi présenté par le Président de la République au Conseil économique et social. Ce plan est une urgence sociale, ça doit être reconnu. Ce n'est pas un plan de correction statistique, encore qu'il est observé qu'un jeune en formation c'est mieux humainement qu'un jeune au chômage. Ce plan, en vérité, traite d'un certain nombre d'obstacles structurels à l'emploi, qu'il s'agisse de l'allègement du coût de la première embauche, qu'il s'agisse de la simplification des recrutements et qu'il s'agisse surtout de la mobilisation et de la correction de l'inadaptation de notre appareil de formation au marché de l'emploi, qui s'illustre par un paradoxe, l'existence d'offres d'emploi non satisfaites dans une société massive de chômage, ainsi que d'entreprises qui ont des projets de développement dans le secteur du numérique et qui se heurtent à l'insuffisance de qualification, alors que dans nos quartiers, nous avons beaucoup de jeunes aptes à la formation qui maîtrisent mieux le langage informatique que le langage de Molière. Donc ma question est très simple. Au-delà de la mobilisation attendue des régions, quelles sont les mesures concrètes qu'envisage le gouvernement pour assurer le succès de ce plan? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail et de l'Emploi, Madame El Khomri. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Claude Boulard. Nous le savons, le contexte économique et les prévisions de croissance vont permettre de créer plus d'emplois en 2016 qu'il n'en a été en 2015. Néanmoins, nous savons qu'une partie des demandeurs d'emploi, les moins qualifiés, pourront rester sur le bord du chemin. Et l'enjeu de ce plan de formation est bien de partir des besoins des entreprises, bassin d'emploi par bassin d'emploi, pour construire des parcours de formation et d'insertion derrière dans l'emploi. Nous avons des formidables outils, mais en effet, parfois, des lourdeurs administratives ne nous permettent pas toujours d'y répondre dans des délais rapides. L'enjeu, j'ai saisi les directs, et j'ai saisi l'ensemble des directeurs régionaux de Pôle emploi, c'est que d'ici la fin du mois, nous puissions avoir les besoins en matière d'emploi non pourvus, mais également dans des secteurs stratégiques. Je pense à la transition énergétique, je pense au numérique, afin que nous puissions véritablement construire ces parcours. Un deuxième objectif de ce plan est de soutenir la création d'emplois par ce soutien à l'embauche. Et nous souhaitons également, à travers cette formation des demandeurs d'emploi, mieux accompagner à la création d'entreprises. Je sais, dans votre circonscription, que vous faites énormément dans le cadre de la création d'entreprises et nous le savons que les demandeurs d'emploi, quand ils sont accompagnés, permettent aussi d'avoir des taux de fragilité qui sont beaucoup moindres derrière. Donc l'enjeu, vous l'aurez compris, les former, c'est investir humainement, mais c'est bon pour la compétitivité de notre pays et nous le faisons justement pour régler cette question des emplois non pourvus. Et nous partirons à partir des besoins des entreprises avec les préparations opérationnelles à l'emploi. Le diagnostic, il doit être bien sûr partagé avec les régions. Les régions est une compétence en matière de développement économique, en matière de formation professionnelle, en matière d'apprentissage. Nous réunirons début février l'ensemble des régions, les partenaires sociaux, pour mettre en œuvre avec elles les modalités pratiques de mise en œuvre opérationnelle de ce plan. Merci. Monsieur Boulard. Monsieur le Président, depuis le 1er janvier, tout ne veut se termine par l'appel à l'union et au rassemblement. J'espère que pour la réussite de ce plan, nous serons unis et rassemblés. Merci, collègue.
La parole est à notre collègue Jean-François Longeot pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Pour 2 minutes, vous avez la parole. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, ma collègue Chantal Jouanneau vous interrogeait sur votre politique économique. Vous lui répondiez que le Président de la République allait proposer un plan, proposer de nouveaux outils contre le chômage. Plan annoncé hier matin. Nous sommes tout sauf convaincus. Pour rappel, avec 5,6 millions de chômeurs, c'est près de 10% des Français qui sont sans emploi. 43% d'entre eux sont des chômeurs de longue durée. Le Président de la République invoque les aides publiques, un hypothétique assouplissement des 35 heures, une baisse des charges promise, mais après 2017, une opération à 2 milliards d'euros financée sur des économies non précisées. Une prime à l'embauche n'est pas opportune. C'est une baisse pérenne des charges aux entreprises que les entreprises ont besoin pour recruter. Financer 500 000 formations supplémentaires, c'est moins de 1% du nombre de chômeurs. Déboucher sur un emploi, oui. Pour donner l'illusion d'une baisse du chômage avant les élections, ce serait totalement inacceptable. Il serait plus pertinent de réformer notre système de formation, horriblement complexe, coûteux et très peu réactif. Libérer l'organisation du travail dans les entreprises, oui, mais aussi réformons ce droit du travail qui se retourne d'abord et avant tout contre les demandeurs d'emploi. Il faut plus de souplesse pour les entreprises. Il faut, par ailleurs, faire confiance aux régions. En 2015, le Sénat voulait confier au président de région le pilotage du service public de l'emploi. Vous y êtes opposé. Vous êtes également opposé à la régionalisation de Pôle emploi. Votre secrétaire d'État à la réforme territoriale y était pourtant favorable. Alors ma question, Monsieur le Premier ministre, allez-vous de nouveau changer d'avis et faire confiance aux régions plus proches des réalités et des acteurs? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle, Madame El Khomri. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-François Longeot, vous dites que vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu de quoi? Qu'il faut former des demandeurs d'emploi dans notre pays? Qu'il faut mieux répondre à ces emplois non pourvus? On se compare toujours à l'Allemagne, mais en Allemagne, on forme 2 demandeurs d'emploi sur 10. En Autriche, on forme 4 demandeurs d'emploi sur 10. Et dans notre pays, on en forme 1 sur 10. Alors, en effet, nous souhaitons développer un plan de formation supplémentaire des demandeurs d'emploi. Et ce n'est pas un traitement statistique du chômage. Vous le savez particulièrement bien. Les demandeurs d'emploi qui seront formés ne disparaîtront pas des chiffres de Pôle emploi. Et l'enjeu, c'est justement pour challenger tout notre organisme de formation professionnelle, de partir des besoins des entreprises, de développer les préparations opérationnelles à l'emploi, de développer, comme l'a dit le président de la République hier, de passer de 8 000 à 50 000 contrats de professionnalisation pour que l'effort de formation des entreprises soit admis également dans ce cadre-là. Voilà quel est l'enjeu de ce plan. Le deuxième enjeu, c'est véritablement de soutenir la création d'emplois. Et pour ce faire, en effet, dans le temps du basculement du CICE en allègement de charges pérennes, l'objectif, c'est de mettre en place cette prime à l'embauche qui permet justement, non pas pour des entreprises qui sont en perte d'activité, mais à un moment où il y a une reprise de l'activité économique, que des créations d'emplois puissent se faire de façon beaucoup plus massivement. Vous m'interrogez, et je vous le dis très sincèrement, tous les acteurs de l'emploi devront prendre leurs responsabilités. Le Premier ministre organisera un séminaire avec l'ensemble des présidents de régions, avec tous les partenaires sociaux, les représentants de l'État, à partir des besoins, bassin d'emploi par bassin d'emploi qui nous seront remontés. Et l'objectif, c'est de préparer ensemble la mise en œuvre opérationnelle de ce plan. Enfin, vous le savez, le président de la République l'a dit hier, nous sommes ouverts à toutes les expérimentations et nous en discuterons à l'occasion de ce séminaire avec les présidents de région. Merci, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Jean-Claude Lenoir pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, chacun le sait, notre agriculture, l'élevage français connaissent depuis des mois une crise sans précédent. Crise qui menace des dizaines de milliers d'emplois ainsi que nos territoires ruraux. Le gouvernement, en juillet dernier, a pris un certain nombre de mesures conjoncturelles pour soulager la trésorerie des exploitations.
Le Sénat, quant à lui, à l'initiative de son président, travaille sans relâche en liaison avec la profession pour apporter des réponses structurelles à ce secteur d'activité et pour offrir des perspectives au monde agricole. C'est ainsi que nous avons, en décembre dernier, adopté à une large majorité une proposition de loi dont l'objet est de replacer la compétitivité au cœur de la politique agricole. Ce texte viendra en discussion le 4 février prochain à l'Assemblée nationale. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre de l'Agriculture, si vous allez soutenir cette proposition de loi devant les députés. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement. Pour 2 minutes, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez évoqué la proposition de loi que nous avons débattue ici au Sénat sur votre proposition qui comportait un certain nombre de mesures, mais par rapport à la crise de l'élevage que nous connaissons aujourd'hui, je voudrais rappeler que cette crise est d'abord une crise de marché à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Que ça soit sur la question du lait, je voudrais le rappeler quand même, ou le fait que nous soyons, et c'est aussi un atout, un grand pays exportateur de lait, nous sommes dépendants des évolutions des prix sur des marchés qui sont bien loin même du marché européen, puisqu'il s'agit du marché asiatique. Que cette crise laitière a eu des conséquences aussi sur la filière bovine, puisque les restructurations qui sont engagées dans un certain nombre de pays ont fait que les abattages de vaches de réforme laitière sont venus peser sur le marché de la viande bovine. Et que sur la viande porcine, filière extrêmement touchée aujourd'hui, c'est une situation de marché qui dure depuis plus de 8-10 ans, où on a perdu de la compétitivité. Et ce débat que nous avons eu avec des propositions que vous avez faites, auxquelles je voudrais rappeler que le pacte de responsabilité, dans la totalité qui concerne à la fois l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est l'équivalent du budget de l'agriculture. Le budget de l'agriculture aujourd'hui, c'est 4,2 milliards d'euros. La totalité du pacte de responsabilité agricole et agroalimentaire en 2016, ça sera 4,3 milliards d'euros. Cette question de la compétitivité et cet engagement qui a été pris et qui va se poursuivre d'ailleurs dans le plan qui a été présenté par le président de la République et qui a été salué par les organisations professionnelles, en partie les coopératives, sur le fait qu'on allait passer le CICE sur la baisse des charges sociales. C'est un engagement qui a été pris, qui doit se poursuivre, qui doit s'organiser. Vous avez fait des propositions, elles doivent compléter un dispositif qui doit redonner par l'organisation des filières agricoles et de l'élevage la capacité à notre élevage et à notre industrie agroalimentaire d'être à nouveau une grande agriculture en Europe. Pour vous répondre, en réplique, le président Lenoir. Ministre, une logorée n'est pas la meilleure réponse à une question précise. Au moment où je parle, les éleveurs connaissent une vraie détresse. C'est un vrai désarroi sur nos territoires. Chacun, ici, quel que soit le banc qu'il occupe, peut en répondre et en témoigner. Aujourd'hui, on voit les prix sont en train de dégringoler, que ce soit pour le porc, la viande ou pour le lait. Le premier semestre est annoncé comme particulièrement difficile. Or, nous avons proposé une série de mesures qui permettent de rétablir une relation juste et équilibrée entre les acteurs de la filière agricole, qui consiste également à aider au financement nécessaire des investissements et à assurer le financement de la gestion des risques, des aléas, notamment aujourd'hui sanitaires, avec la grippe aviaire et d'autres calamités qui s'abattent sur nos élevages. Et enfin, pour alléger les charges, qu'elles soient fiscales, sociales ou administratives. Nous avons, Monsieur le Président, entendu la réponse du porte-parole du gouvernement. Nous attendions une réponse du ministre des Agriculteurs. Merci. La parole est à Guillaume Arnel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits de la femme. Madame la ministre, selon le dernier bulletin de la cellule interrégionale épidémiologique Antilles-Guyane, il semblerait que nous soyons au début d'une nouvelle épidémie d'ampleur mondiale en raison de la propagation rapide d'un nouvel agent infectieux, le virus Zika. Tout comme la dengue ou le chikungunya, le Zika se transmet par piqûre de moustique, mais ses effets sur la santé sont encore peu connus, souvent asymptomatiques,
mais les spécialistes évoquent principalement des conséquences cutanées et neurologiques, et pour la femme enceinte, surtout au premier trimestre de sa grossesse, le risque est important de microcéphalie de l'enfant. Après avoir été rapportée en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, cette maladie atteint depuis 2015 le continent américain et le Brésil comme principal pays touché. Au total, une douzaine de pays étaient infectés au début 2016 en Amérique latine, soit entre 400 000 et 1,3 million de cas, selon un responsable du laboratoire de virologie à l'Institut Pasteur de Guyane. En novembre 2015, les premiers cas ont été enregistrés en Guyane, en Martinique ainsi qu'à Saint-Martin. Et depuis, ce sont plus de 600 cas qui sont rapportés aux Antilles, dont 2 femmes enceintes. Madame la ministre, je souhaite vous exposer mon inquiétude réelle sur l'évolution de l'épidémie et vous interroger quant aux mesures qu'envisage de prendre votre ministère, de même qu'au degré de mobilisation des agences régionales de santé, des collectivités antillaises et guyanaises exposées. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Affaires sociales, de la Santé, Madame Marisol Touraine. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Arnel. Comme vous l'avez indiqué, les premiers cas autochtones de Zika ont été détectés fin décembre en Guyane. Et depuis, la situation épidémiologique a évolué. Il y a aujourd'hui un début d'épidémie en Martinique avec 47 cas confirmés et en Guyane avec 15 cas confirmés. Les premiers cas autochtones ont également été identifiés en Guadeloupe et à Saint-Martin. Vous l'avez dit, Monsieur le sénateur, c'est un virus qui se transmet d'homme à homme par l'intermédiaire d'une piqûre de moustique tigre comme la dengue ou le chikungunya. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal, peu importants, mais il arrive que dans les cas les plus graves, il y ait des complications neurologiques et par ailleurs, les femmes enceintes sont particulièrement à risque car le virus peut entraîner des malformations congénitales. Dès le mois de décembre, dès le premier cas identifié, j'ai pris un certain nombre de mesures. D'abord, des mesures d'information de la population à travers des messages de prévention. Des messages d'information ont été diffusés aux voyageurs. Les professionnels de santé ont été alertés de l'importance de la surveillance et de la détection des cas le plus précocement possible. Les autorités sanitaires locales se sont mobilisées, la lutte antivectorielle a été renforcée. Chaque directeur général d'ARS a mis en place un plan d'action et l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l'EPRUS, se tient prêt à envoyer des renforts en professionnels de santé et en matériel de prise en charge si la situation locale le nécessite. Par ailleurs, Monsieur le sénateur, j'attends pour cette semaine les recommandations actualisées de la part du Haut Conseil de la santé publique pour la conduite à tenir vis-à-vis des patients et particulièrement des femmes enceintes. Vous le voyez, les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés. Merci. On n'a pas de temps. La parole est maintenant à notre collègue Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. La récente actualité funeste de janvier et novembre 2015 a attiré l'attention du grand public sur les fiches S. Sans nier ni leur utilité ni leur objectif, nous aimerions connaître les motivations qui entraînent l'inscription d'un individu sur ces fiches S, le nombre de différentes catégories de fiches S, éventuellement les effectifs de chacune et surtout les modalités de mise à jour ou de rectification des informations qu'elles contiennent. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, et vous vous en êtes expliqué, il y a eu parfois des mises en lumière de fiches S qui peuvent interroger. Par exemple, suffit-il de s'être rendu à une manifestation, par exemple anti-aéroport, pour être classé fiche S ? À l'heure des intrusions dans les services informatiques, comment être certain qu'il n'y a pas de mésusage de ces fiches S ? Quel recours pour un individu qui s'aperçoit qu'il est classé fiche S et qui n'a rien commis d'illégal ? Quelles sont les conditions de sortie éventuelles d'un fichier S ? Quid des homonymies ? Avez-vous déjà relevé des erreurs matérielles ? Quelle est la collaboration avec la CNIL ? Enfin, avez-vous un historique minutieux des personnes qui consultent ou ont consulté ce fichier ?
Si nous entendons bien la nécessité de garantir la sécurité publique, il semble important d'éclairer les citoyens sur cet outil de signalement qui, aujourd'hui, est plus connu. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre, pour 2 minutes. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour votre question, qui laisse à penser d'ailleurs que les services de renseignement, par les dispositifs qu'ils initient, pourraient être plus dangereux que les terroristes eux-mêmes. Mais je veux vous rassurer, ce n'est absolument pas le cas. Et dans un contexte de menaces très élevées, ils essaient de bien faire leur travail. En prenant toutes les précautions et dans le respect du droit. Et je veux par conséquent, pour vous rassurer totalement, répondre précisément à toutes les questions que vous évoquez. D'abord, la fiche S n'est pas une fiche de culpabilité, ce n'est pas une fiche de condamnation pénale, c'est une fiche de mise en attention à la demande des services de renseignement, notamment de la Direction générale de la sécurité intérieure et du renseignement territorial, qui justifie de la mobilisation de ces services en raison du comportement présentant un risque d'individus, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et on a beaucoup parlé du nombre de ceux qui sont fichés pour cette raison. Cette fiche n'est pas une fiche qui est élaborée pour l'éternité, qui n'est pas figée non plus dans le temps. À tout moment, les services de renseignement peuvent réévaluer la classification de cette fiche en raison des informations dont ils disposent, d'une part, et d'autre part, cette fiche a une durée de vie qui est d'1 an. 2 mois après la fin de cette durée de vie, le service de renseignement est saisi pour savoir s'il souhaite ou non la prorogation de la fiche. Si, après expiration du délai de 2 mois, qui sépare donc la période de 12 mois, le service de renseignement n'a pas réagi, le dispositif, la fiche, le nom de la personne est sorti et la fiche prend fin. Vous me posez la question par ailleurs de savoir s'il ne peut pas y avoir des erreurs et notamment des homonymies. Non, parce que la fiche est précise et que même lorsqu'il y a des individus qui ont le même nom, il est rare qu'ils aient la même date de naissance et par conséquent, la précision des fiches permet d'être garantie. J'aurais encore 1000 choses à vous dire, mais malheureusement, je n'ai pas le temps et je vous propose donc de me poser la prochaine fois une autre question. Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Un peu de temps. Cette question était posée sans malice et sans soupçon aucun. D'ailleurs, je pense qu'il est important que nous soyons clairs sur ces questions. Et je vais vous dire simplement et très franchement que dans un État de droit, avec des partis démocratiques, ce qui interroge, c'est la marge de l'application de ces fiches. Maintenant, on est à l'ère de l'informatique, on est à l'ère des hackers, on est à l'ère d'une forme de modernité qui fait qu'il est important qu'en État de droit, aucune question ne soit taboue. Et puis si un jour, malheureusement, un autre régime moins sensible aux libertés publiques devait arriver, je pense que c'est une question qu'on sera tous contents de s'être posée aujourd'hui. Je vous remercie de votre réponse. La parole est à Jean-Pierre Bosino pour le groupe communiste républicain et citoyen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre du Travail, mes chers collègues. D'emblée, je vous pose cette question, quand allez-vous renoncer en matière d'emploi aux vieilles recettes initiées par M. Raymond Barre il y a 40 ans? En effet, vous continuez et amplifiez les mesures qui ont montré leur inefficacité, les aides aux entreprises et les exonérations qui ne créent aucun emploi. Vous sacralisez les dispositifs inefficaces comme le CICE, qui coûte 20 milliards d'euros aux contribuables et à nos communes, sans résultat. Vous prétendez résoudre le chômage avec 500 000 formations par an, mais vous ne prévoyez aucune mesure pour créer réellement de l'emploi. Où est la nouvelle politique industrielle? Où est la relance du pouvoir d'achat pour la croissance, permettant seule de lutter contre le chômage de masse? Ce qui a été annoncé hier est une liste à la Prévert, des mesures plus libérales les unes que les autres. Casse du Code du travail, remise en cause des 35 heures, plafonnement des indemnités prud'homales, mise en danger de l'indemnisation des chômeurs, tout y passe. Par contre, interdire les licenciements boursiers que la gauche sénatoriale a pourtant voté ici même en décembre 2011, vous n'y pensez même plus.
Alors, Madame la Ministre, je vous répète ma question. Allez-vous renoncer enfin à ces vieilles recettes? Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Bossinot, je ne crois pas que vous puissiez dire que investir humainement dans la formation de 500 000 demandeurs d'emploi, ce soit des recettes libérales. Je crois justement qu'à un moment où il y a une reprise de l'activité économique, qu'à un moment où la croissance sera meilleure en 2016 qu'elle ne l'a été en 2015, je crois, au moment où le président de la République, la semaine dernière, a annoncé 3 milliards d'euros d'investissement public, notamment dans la rénovation thermique, je crois en effet que l'investissement humain en direction de ces personnes, pour qu'ils puissent ne pas se retrouver au bord du chemin et qu'ils puissent retrouver l'emploi, est un élément déterminant pour notre pays. Je crois que c'est bon aussi pour la compétitivité de notre économie que de qualifier des personnes. Nous sommes actuellement en train de parler du compte personnel d'activité. Ce compte personnel d'activité, c'est une mesure de progrès social. C'est une mesure qui considère justement qu'aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise à l'âge de 18 ans pour en sortir à 60 ans, mais que notre expérience professionnelle va être faite de rupture et que l'enjeu, c'est d'attacher aussi les droits, non pas qu'au statut, mais attacher des droits justement aux personnes et qu'on puisse les utiliser. C'est ça aussi de construire un nouveau modèle social. Le statu quo, ces questions ne sont plus possibles dans notre pays. L'enjeu, c'est pas d'idéaliser le passé, c'est d'être en capacité, tous ensemble, à construire l'avenir. Quand nous prévoyons d'accompagner les demandeurs d'emploi à la création d'entreprises, c'est une chance pour eux parce que nous le savons que le taux de fragilité derrière sera bien moindre. Et les mesures qui ont été prises, le pacte de responsabilité, le CICE, je ne les considère pas comme des cadeaux aux entreprises. Je les considère justement pour mettre en œuvre un écosystème. Et la loi que je porterai, la loi travail, ne visera justement à mettre plus de négociations collectives parce que je crois au dialogue social et je crois dans la force des syndicats justement pour en capacité de nouer des compromis au plus près et au niveau des entreprises. Merci. Monsieur Bossinot. Oui, Madame la Ministre, vous ne nous ferez pas dire que l'investissement dans l'humain ne nous intéresse pas, mais il ne s'agit pas de ça. Votre plan ne va bénéficier ni aux salariés ni aux chômeurs, mais répondre à un certain nombre d'exigences du patronat et de l'actionnariat. Un sondage vient de paraître aujourd'hui même qui dit que les Français ne sont pas dupes. 75% d'entre eux estiment que votre politique ne sert pas les intérêts des travailleurs. Il est grand temps de mettre en œuvre les promesses qui ont été faites en 2012 par François Hollande. La parole est maintenant à Jean-Louis Carrère pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole pour 2 minutes, Monsieur Carrère. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, nous sommes en présence, Monsieur le ministre, d'une épizootie animale, l'influenza aviaire, qui ne concerne que les oiseaux, mais ceux dans 18 départements métropolitains, dont les 5 départements d'Aquitaine. Pour éviter, mes chers amis, que le virus subsiste et ne se réactive dans le futur, nous devons organiser un dépeuplement complet de la zone. L'objectif est l'absence totale de palmipèdes pendant au moins 1 mois sur cette zone. Cette approche est celle pratiquée dans tous les pays où des cas d'IA ont été constatés. Ce dépeuplement doit se faire dans le respect du rythme des oiseaux. Les 3/4 de la production canard IGP du Sud-Ouest sont concernés. Rendez-vous compte, mes chers collègues, 28 millions d'animaux en termes de volume, dont tous les effectifs de mon département. La profession est contre l'euthanasie immédiate des volailles en place sur la zone et préfère des mesures de dépeuplement pour que les animaux terminent leur cycle à leur rythme. Elle semble avoir été entendue, Monsieur le ministre. Les risques de perte ou de manque à gagner, nous y venons, de la filière, se situeraient entre 250 et 400 millions d'euros. Mais, Monsieur le ministre, subsistent plusieurs problèmes. Alors je vous les livre en termes vraiment télégraphiques. Les prises en charge par l'État, Monsieur le ministre, le problème des minimis, quelle sera la règle? Enfin, les marchés ne compenseront pas. Oui, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, l'agriculture
est une partie importante et l'aviculture par-dessus tout de notre ADN. Elle témoigne de notre exemplarité et de notre excellence. Aidez-nous. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur Le Foll. Monsieur le sénateur, vous avez évoqué une crise, une épizootie dite influenza aviaire. La question qui est posée, et il n'est jamais facile d'y répondre, c'est de savoir si on prend des décisions qui ont des conséquences lourdes ou si on n'en prend pas, et les conséquences seront pour après, mais elles seront encore plus lourdes pour l'ensemble de la filière. J'ai fait le choix, non pas, et vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur, de tuer les animaux qui étaient aujourd'hui en production, mais de mettre en place un processus, pour la première fois en France, qui va consister à faire un vide sanitaire au fur et à mesure que les bandes qui ont été mises en production trouveront leur issue. Et ce vide sanitaire commence à partir du 18 janvier, début avril, pour pouvoir reprendre une production après ce vide sanitaire et les mesures de biosécurité qui seront mises en place avec l'éradication de ce virus dès la fin de ce premier semestre, pour faire en sorte que cette filière puisse repartir sur des bases saines, parce que vous l'avez rappelé, et à juste titre, ce virus, il est là, il peut évoluer et muter, et on ne peut pas prendre ce risque, il fallait donc agir. À partir de là, vous l'avez parfaitement souligné, ça a des conséquences économiques. Et l'État, et l'Europe d'ailleurs, qui l'a dit, je crois, la semaine dernière par le commissaire à la santé, soutient d'abord le plan de la France et sera aux côtés de l'État pour apporter les aides qui vont être nécessaires à tous les producteurs, petits, moyens et grands, parce que j'ai cru entendre qu'il y aurait une discrimination. Pas du tout. Aussi aux abattoirs, et avec Myriam El-Khomri, on a mobilisé d'ores et déjà la possibilité de solliciter du chômage partiel, parce que dans les abattoirs, le fait qu'il n'y ait plus de production, il n'y aura plus d'abattage, et il faudra qu'on trouve les solutions. Donc on va mettre en place ce plan qui appliquera les aides à la perte de revenus liés à ce vide sanitaire. Et la semaine prochaine, je rencontrerai l'ensemble des professionnels pour finaliser avec eux la totalité du plan, avec les aides qui vont aller avec. Je crois, monsieur le sénateur, que dans ce débat où à l'Assemblée aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la question du gavage avec des vedettes importantes d'outre-Atlantique. Et ici, je connais aussi un certain nombre de positions d'un certain nombre de sénatrices. Je suis là pour défendre cette filière avicole. Et je le dis au passage, conclure, je réponds en tant que ministre de l'Agriculture. Vous avez gavé le temps. Merci. La parole est à notre collègue François Pillet pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le secrétaire d'État, lors de la présentation de ses vœux au corps constitué, le Président de la République évoquait le problème de la lenteur législative. Comme notre collègue Philippe Bas l'a fait observer dans une lettre au chef de l'État, quelques éclaircissements s'imposent, même si chacun doit prendre dans ce constat sa part de responsabilité. Nous sommes soumis par votre gouvernement à une inflation législative qui nous paraît sans précédent. Nous sommes sommés de nous exprimer sur des textes dont la surcharge et la complexité dénoncent la précipitation dans laquelle ils ont été imaginés. Ce fut le cas, par exemple, de la loi de transition énergétique avec ses 215 articles. Outre l'inflation législative engendrée par vos initiatives, vous déclarez presque systématiquement la procédure accélérée qui, paradoxalement, participe de la lenteur législative dans la mesure où laissez parfois s'écouler plus de 6 mois de délai entre l'examen des textes par les deux assemblées. Ce fut le cas de la fameuse loi dite Macron qui, nonobstant l'article 49.3, aura occupé toute une année de débat. Le texte présentant à l'origine 106 articles en comptait finalement 300. La lenteur législative provient également du fait que les textes pléthoriques impliquent des décrets d'application pléthoriques et là encore les délais dépassent la logique politique. Concernant cette même loi dite Macron, une très large part des 84 décrets d'application sont encore en attente de publication. Monsieur le secrétaire d'État, afin que les parlementaires puissent soutenir au mieux une action gouvernementale qui s'inscrit de plus en plus dans l'urgence, ne croyez-vous pas que des textes plus réfléchis, donc plus aboutis, seraient de nature à accélérer considérablement leur itinéraire législatif? Pour vous répondre, la parole secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, tout d'abord, nous sommes évidemment tous concernés aujourd'hui par la réflexion sur l'efficacité des politiques publiques et donc, parmi cela, la capacité de notre pays à légiférer dans de très bonnes conditions, mais aussi de façon plus réactive.
J'en veux pour preuve d'ailleurs le fait que les deux assemblées ont réfléchi sur ces questions, adopté un certain nombre de mesures, et je veux saluer notamment au niveau du Sénat les décisions qui ont été suggérées par le président Larcher, par exemple de rétablir l'article 41 qui n'avait jamais été véritablement appliqué et qui vise effectivement à alléger le travail parlementaire. Ce temps de l'action, sans faire donc perdre de temps et sans perdre de qualité au travail parlementaire, doit quand même continuer à nous faire réfléchir, même si les résultats qui ont été les nôtres en termes de production législative ces 2 dernières années sont satisfaisantes. La plupart des lois ont été adoptées effectivement en moins de 150 jours. Mais il y a des textes qui mettent plus de 300 jours, c'est qui est une question, alors qu'à contrario, par exemple, la loi évidemment marquée par l'urgence, je veux parler de la loi sur l'état d'urgence, a été adoptée évidemment en quelques jours de façon comme ceci était normal et attendu par nos concitoyens. Mais vous noterez avec moi qu'un certain nombre de fonctionnements de nos assemblées ne correspondent plus véritablement à une nécessité et parfois même amènent à une certaine forme d'usure du travail parlementaire. Après la réforme de 2008, on a bien vu qu'il y a toujours une redondance entre le travail en commission et en session plénière, ce qui a plein d'inconvénients, d'abord sur le temps passé par les uns et par les autres, mais aussi parfois sur la qualité et la spontanéité du débat. Une solennité répétitive de ce point de vue n'est pas positive. Et donc nous devons ensemble continuer à réfléchir, c'est ce à quoi nous a invité le président de la République, en prenant aussi un certain nombre de sauvegardes s'agissant de l'intensité de l'action de la réforme de ce pays. Monsieur le ministre, Monsieur Pilet, pour 15 secondes. Sans vouloir faire polémique, Monsieur le ministre, je constate tout de même que lorsqu'on compare la durée d'examen des projets de loi avec la durée d'élaboration des ordonnances ou des décrets d'application, c'est toujours à notre avantage. J'observe également que la mise en œuvre des réformes dites sociétales, qui ont occupé largement la première moitié du quinquennat du président de la République, ont toutes trouvé une application quasiment immédiate, alors que les lois et les dispositions d'ordre économique sont encore un peu à la traîne. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Claude Nougin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La bonne nouvelle est arrivée. Le chômage est tombé à 6%, atteignant le taux le plus bas depuis 25 ans. Ne rêvez pas, mes chers collègues. Il s'agit d'Allemagne, mais également de la Grande-Bretagne, des États-Unis. L'Espagne aussi amorce une décrue. La France est un des seuls pays d'Europe où le chômage progresse. Pourquoi? Tout simplement car nous récoltons ce que vous avez semé. Nos recettes fiscales atteignent désormais 45% du PIB selon l'OCDE, 10 points au-dessus de la moyenne des pays riches. La France est vice-championne du monde en matière d'impôts. Est-ce un hasard? J'en doute, car la folie fiscale de 2012 sur les entreprises et les ménages a totalement paralysé l'économie française. Par des artifices coûteux, via les emplois publics financés à crédit, la courbe du chômage va provisoirement s'inverser en 2016. Je fais confiance en l'habileté politique du président de la République. Nous avons été élus de nombreuses années au sein du même département. Mais malheureusement, son habileté ne résoudra rien à long terme. Pourquoi investir en France ou choisir de construire une usine en France? Quand le taux d'impôt des sociétés est 33% et 25% en moyenne dans l'Europe, quand le taux d'impôt sur le revenu des capitaux agrémenté de la CSG est le plus haut d'Europe, quand l'ISF, impôt unique au monde sur les capitaux des actionnaires non dirigeants d'entreprises familiales, pousse chaque jour à vendre nos entreprises à des groupes étrangers, quand l'interprétation du Code du travail est plus aléatoire encore que le Code du travail lui-même, les mesures annoncées hier matin par le président de la République ne sont que des demi-mesures qui continuent de contourner la réalité. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est précise. Quand prendrez-vous, car il est urgent d'agir, des mesures structurelles identiques aux autres pays européens pour que la France soit à armes égales et revienne dans le peloton de tête des économies mondiales? Je crois que, pour vous répondre, la parole est à Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur, votre question pose essentiellement la question de la fiscalité. Il est bon de rappeler un certain nombre de réalités. Certains s'en plaignent, d'autres le trouvent insuffisant, mais la baisse de la pression fiscale et sociale sur les entreprises est une vraie réalité pour ce gouvernement. Vous parlez du CICE. Le CICE apporte une réduction d'impôts pour les entreprises. Là encore, certains le dénoncent.
de l'ordre de 18 milliards d'euros par an. Les cotisations sociales dans le cadre du pacte de responsabilité, une première tranche en 2015, une seconde en 2016, apportent une réduction des contributions sociales des employeurs de l'ordre de 7 milliards d'euros. Nous avons allégé les cotisations sociales des travailleurs indépendants d'1 milliard d'euros. Nous avons mis fin à la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, créée d'ailleurs, je crois, par M. Fillon, pour environ 2,5 milliards d'euros. Nous avons modifié les seuils des PME pour l'application d'un certain nombre de contributions pour plusieurs centaines de millions d'euros. Alléger l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui investissent avec le suramortissement pour environ 500 millions d'euros par an. Alors ça suffit. Ça suffit de dire que ce gouvernement écraserait les entreprises d'impôts. Ce gouvernement a entamé une réduction d'impôts pour les entreprises, je pèse mes mots, inégalée depuis une décennie. Inégalée pour une décennie. Alors, monsieur le sénateur, il vous reste, si j'ai bien compté, environ une vingtaine de secondes pour me décrire les mesures structurelles que vous souhaitez présenter. Merci. Pour 12 secondes. Ouais, monsieur le ministre, tous les pays où on voit et on constate une baisse du chômage importante n'ont pas créé le CICE. Ils n'ont pas créé tout ce que vous avez créé. Ils ont simplement appliqué la même méthode. Des impôts sur les sociétés plus légers et moins de contraintes. Cela suffit. Il ne faut pas inventer n'importe quoi. Merci. La parole est à Jacques Cornano pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la répartition académique des postes d'enseignants pour la rentrée scolaire 2016. Dans votre présentation de la répartition des 6 639 postes d'enseignants pour la rentrée scolaire 2016, vous annonciez un effort sans précédent au service de tous les élèves et que tous les territoires bénéficieront donc de marges de manœuvre exceptionnelles. Or, l'Académie de la Guadeloupe déplore aucune création de postes dans le premier degré et 35 suppressions de postes dans le second degré. Cette situation est tout à fait incompréhensible eu égard à notre situation puisque la Guadeloupe accuse un taux d'illettrisme dépassant les 25% et chaque année, plus de 1000 élèves se trouvent en décrochage scolaire et quittent le système éducatif sans diplôme. À cela s'ajoute une situation socio-économique catastrophique avec plus de 65% de taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans. Vous n'avez pas tenu compte du contexte archipélagique qui nécessiterait pourtant un contrat d'objectifs spécifiques qui prend en compte les caractéristiques sociales et territoriales de nos territoires. Dès lors, vous comprendrez, Madame la ministre, le malaise. Les syndicats enseignants et les parents d'élèves nous ont saisis de leur profonde inquiétude et des grèves en préparation. Ainsi, je vous demande simplement, Madame la ministre, nous souhaitons connaître vos intentions quant à la prise en compte de la situation de l'Académie de la Guadeloupe et quels sont les moyens supplémentaires qui seront sans aucun doute alloués afin de rétablir l'équilibre en faveur de la jeunesse guadeloupéenne au formidable potentiel qui ne demande qu'à croire en l'avenir. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Madame Vallaud-Belkacem. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cornano. Vous l'avez dit, ce gouvernement fait des efforts considérables pour l'éducation depuis 2012. Merci de l'avoir rappelé et je confirme ici, je profite de votre question pour vous confirmer que les 60 000 postes que nous avons annoncés créés dans l'éducation le seront bien d'ici la fin du quinquennat. À la rentrée prochaine, nous en serons à 47 000 postes. Cette promesse confirmée, je veux maintenant revenir sur votre question puisque des interrogations donc demeurent sur la répartition de ces moyens. Ça n'est pas parce que l'on crée toujours plus d'emplois qu'il ne faut pas tenir compte de la démographie, Monsieur Cornano, vous le savez bien.
Premier degré, second degré confondus, la Guadeloupe perd pour la rentrée 2016 2336 élèves, la Martinique en perd 1639. Donc la suppression de 35 postes, vous le savez bien, est en réalité très inférieure à ce qui aurait dû être compte tenu de la démographie à la baisse. La vérité, c'est que ces académies que vous évoquez ont pleinement bénéficié de notre politique volontariste pour apporter des moyens, y compris là où la démographie baisse, au nom de deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est la priorité aux primaires. Et en effet, dans ces académies comme ailleurs, parce que nous estimons qu'il faut créer plus de maîtres que de classes dans l'école primaire, qu'il faut préscolariser les enfants avant l'âge de 3 ans, eh bien nous ne supprimons aucun poste dans le premier degré, alors même que, je le redis ici, en Guadeloupe, c'est 1920 élèves de moins qui sont attendus, quand en Martinique, c'est 1135 élèves de moins qui sont attendus. Deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, et raison pour laquelle finalement ces deux académies perdent moins qu'elles n'auraient dû perdre, c'est l'allocation progressive des moyens. Vous le savez, au-delà de la démographie, j'ai souhaité qu'on donne aux établissements scolaires en fonction de la difficulté sociale. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans ces deux académies aussi. Je conclurai en vous rappelant que l'éducation prioritaire qui a été réformée cette année profite très largement à ces deux académies. Je rappelle ainsi qu'en Guadeloupe, nous avons désormais 3 établissements en REP+, et 13 en REP, et qu'en Martinique, nous avons 9 établissements en REP+, et 13 en REP, ce qui signifie notamment une augmentation des indemnités des enseignants concernés. Merci. Je vous rappelle que nos prochaines questions d'actualité auront lieu le jeudi 28 janvier de 15h à 16h, retransmises sur France 3, Public Sénat et le site internet du Sénat. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h45 pour le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur Public Sénat. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Tam Tranui, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, pour une première analyse de cette séance de questions d'actualité, on l'a dit, beaucoup consacré aujourd'hui à ce plan d'urgence pour l'emploi dévoilé hier par François Hollande. Oui, alors les sénateurs étaient aujourd'hui toujours aussi nombreux pour ces questions d'actualité du mardi. Les sénateurs très assidus pour ces questions d'actualité, tout comme le gouvernement, notamment le Premier ministre Manuel Valls, qui pour autant, cette fois-ci, n'est pas intervenu alors même qu'il a été interpellé par 2 fois lors de questions portant sur le plan d'urgence pour l'emploi. Il y a eu, vous l'avez dit, de très nombreuses questions sur ce thème. Une question positive de la part du sénateur Boulard pour le groupe socialiste, mais aussi de très nombreuses questions critiques de façon très différente. Il y a eu la question du sénateur communiste Bozino sur ce sujet, qui estime que toutes les mesures sont en faveur des entreprises, alors qu'au contraire, le sénateur Claude Nougin pour le groupe Les Républicains a estimé que la France était championne en matière de matraquage fiscal. Notez d'ailleurs l'échange tendu avec le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, qui a dit qu'en tout cas, il n'y avait pas de matraquage pour les entreprises. Alors parmi les autres temps forts, notez également l'échange entre Corinne Bouchoux, coprésidente du groupe écologiste au Sénat, avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qu'elle interpellait sur les fiches S, et notamment les fiches S pour certains militants écologistes. Elle l'a dit, des militants anti-aéroport qui ont par exemple montré leur opposition à Notre-Dame-des-Landes. Et Bernard Cazeneuve a tout de suite instauré un climat difficile dans sa réponse, puisqu'il a dit que c'était une question qui laissait penser que les services de renseignement sont plus dangereux même que les terroristes. Un bon mot qui a notamment été applaudi à droite. Notez enfin l'échange entre Stéphane Le Foll et Jean-Claude Lenoir. Jean-Claude Lenoir, le président de la Commission des affaires économiques et auteur d'une proposition de loi sur la compétitivité de l'agriculture, qui est intervenu avec une question précise, a-t-il dit. Est-ce que le gouvernement va soutenir cette proposition de loi de la droite sénatoriale lorsqu'elle arrivera à l'Assemblée nationale? Il n'a pas été satisfait. Il l'a bien dit, la logorée de Stéphane Le Foll n'a pas répondu à sa question, et la réponse qu'il a eue était celle du porte-parole du gouvernement et non pas celle du ministre des Agriculteurs. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. On continue notre multiplex avec Mickaël Zamès, salle des conférences. Vous êtes avec la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri. C'est à vous Mickaël. Et du travail, il y en a aujourd'hui. Répondre à 4 questions
à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les questions d'actualité. Je vais revenir bien entendu sur le plan qui a été annoncé hier par le président de la République. Il y a une phrase, moi, qui m'a interpellé, qui a peut-être pas été assez commentée. Il y a eu cette phrase que François Hollande a dite sur la durée d'indemnisation du chômage, qui est l'une des plus longues en France par rapport aux autres pays européens. Évidemment, c'était une forme de critique sur cette indemnisation du chômage. Est-ce qu'on pourrait imaginer que nous allons vers une baisse de ces indemnisations ? Non, le président de la République a été clair, il a dit nous avons une des durées d'indemnisation du chômage qui est les plus longues d'Europe, alors que nous avons des demandeurs d'emploi qui sont les moins formés d'Europe. La réalité, il a dit il va falloir que ça change. Et il va falloir que ça change. En effet, on a un demandeur d'emploi sur 10 qui est formé, alors que l'Allemagne c'est 2 sur 10, alors que l'Autriche c'est 4 sur 10. Donc on voit bien qu'on doit améliorer, mieux orienter la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin, à la fois les salariés qui sont des niveaux les plus inférieurs au sein des entreprises, mais également en direction des demandeurs d'emploi. C'est le sens de la formation des 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Pourquoi nous souhaitons former ces salariés et ces demandeurs d'emploi? C'est parce que nous voyons bien que nous avons des secteurs d'avenir. Je pense à la transition écologique, je pense au numérique, et nous avons aussi des problématiques d'emploi non pourvus, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Et ce que nous allons faire, c'est partir des demandes des entreprises et essayer de construire avec des demandeurs d'emploi des formations liées avec l'emploi, avec des mécanismes comme le contrat de professionnalisation, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui visent justement à ce que ces personnes puissent retrouver très vite un emploi. S'agissant de la convention assurance chômage, ça relève des partenaires sociaux. Ils vont commencer à négocier et s'ils n'arrivent pas à trouver les voies et les moyens, à la fois la perspective budgétaire, mais également trouver les voies et moyens pour retrouver le plus vite un emploi, c'est quand même un enjeu qui est très fort, et bien le gouvernement prendra ses responsabilités. S'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux, nous devrons prendre un décret, en effet. Donc justement, pour être très concret par rapport à ce décret, si jamais il devait y avoir lieu, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que l'état d'esprit aujourd'hui est assez clair pour tout le monde pour dire on baissera les indemnisations des chômeurs qui ont sur une trop longue durée? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est sur la table aujourd'hui? C'est aux partenaires sociaux de mettre les voies et les moyens, à la fois d'assurer la pérennité financière du système d'indemnisation chômage et en même temps de trouver les voies et les moyens pour la reprise. Je vais poser ma question autrement, Madame El Khomri. Je ne vais pas, moi, en tant que ministre de l'Emploi et du Travail, sur une compétence qui relève des partenaires sociaux, leur dire comment faire. S'ils n'arrivent pas à parvenir d'un accord, là, nous prendrons nos responsabilités et nous ferons ce qu'on doit faire. Mais ce que le président de la République a souligné, c'est que nous avons une durée d'indemnisation longue et un niveau de formation, c'est-à-dire que ce temps de la recherche d'emploi n'est pas toujours accompagné d'un plan de formation. C'est ça qu'il a voulu souligner. Et c'est vrai que notre taux de formation des demandeurs d'emploi est l'un des plus bas d'Europe. Et les chômeurs ne sont pas trop indemnisés en France, parce que c'est ce qu'on entend de la part des Républicains aussi, qui nous disent ça. Écoutez, c'est une négociation qui est importante, la négociation sur l'assurance chômage. Et elle relève des partenaires sociaux, je le redis. Il faut qu'ils fassent tout, à la fois pour assurer la pérennité financière et en même temps pour favoriser le retour à l'emploi. Ils ont réussi, dans le cadre de la Convention 2014, à faire des économies et en même temps permettre les droits rechargeables, c'est-à-dire qu'on ne perdait pas ces droits acquis, on pouvait reprendre une activité et ces droits étaient rechargeables. Ça, c'est important. Donc c'est à eux de trouver ces solutions-là. S'ils ne trouvent pas, on prendra nos responsabilités et on utilisera tous les voies et les moyens. Et là, on verra exactement ce que vous comptez faire sur ce plan-là. Je reviens donc sur le plan de formation. 500 000 personnes qui iront en formation, 500 000 chômeurs qui pourront être formés. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde dans tous les centres de formation? Est-ce que c'est une garantie? François Hollande n'a pas été plus loin que ça. Donc je vous pose la question, est-ce que tout est garanti aujourd'hui? C'est un vrai challenge, bien évidemment, pour tous les organismes, pour les services publics de l'emploi, pour les présidents de région et pour nous-mêmes, de mettre en œuvre ce plan. Mais c'est essentiel, nous pouvons y arriver. Pourquoi? Parce que nous le voyons bien, le ministère de l'Environnement prévoit qu'il y aura 100 000 emplois qui seront créés dans la transition énergétique. Nous avons la capacité de formation dans les différents organismes de formation. L'AFPA, possibilité de 130 000 places. La Fédération de la formation professionnelle a une possibilité de 150 000 places d'accueil supplémentaires. Et en même temps, nous développons 50 000 contrats de professionnalisation, donc la formation au sein de l'entreprise. On passera de 8 000 à 50 000. Nous allons développer l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc nous allons utiliser toutes les modalités. Vous garantissez que pour ces 500 000 chômeurs, il y aura bien une place en formation? Tout à fait, mais la question, ils vont être formés à quoi?
C'est ça la question la plus importante. Et cette question-là, nous le travaillons avec les besoins des entreprises. Et c'est en ça que je dis c'est challenger, parce que bien souvent, il y a des problèmes de gouvernance, parce que nous avons des difficultés au plus près du territoire, bassin d'emploi par bassin d'emploi, d'avoir une stratégie opérationnelle de formation avec l'investissement de l'État et avec le concours des régions dans le cadre de ce séminaire qui sera présidé avec le Premier ministre pour justement mettre en œuvre opérationnellement ce plan avec les présidents de région. Nous évoquerons quand ce grand séminaire début février, nous évoquerons toutes les modalités pour mettre en œuvre ce plan le plus rapidement possible. Mais nous partirons des besoins des entreprises. Parce qu'en effet, dans notre pays, il y a entre 150 000 et 200 000 emplois non pourvus. Et nous voyons bien que ce n'est pas dans un plan fait de la rue de Grenelle que nous arriverons à répondre à cette question-là. Donc nous le travaillerons à partir des besoins des entreprises. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Bon courage. Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve bien sûr dès que vous avez un autre invité. On continue le débat et l'analyse de cette séance de questions d'actualité sur notre plateau avec mes invités aujourd'hui. Dominique Estrosi-Sassone, bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes. Merci d'être avec nous. Face à vous, Alain Richard, bonsoir. Sénateur socialiste du Val d'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, Dominique Estrosi-Sassone. On a beaucoup entendu cette idée d'union nationale autour de la lutte contre le chômage. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir les mesures annoncées hier par le gouvernement pour lutter contre ce chômage de masse? Alors, vous savez, en ce début d'année, après les événements dramatiques qu'a connus notre pays, c'est Jean-Pierre Raffarin, sénateur Les Républicains, qui a haut et fort dit qu'il était peut-être temps qu'il y ait un véritable pacte républicain pour l'emploi. Et donc, il a fait déjà, à ce titre, un certain nombre de préconisations. Alors, si ces mesures, si ces préconisations, en particulier qu'a faites Jean-Pierre Raffarin en ce début d'année, venaient à être reprises, à être surtout financées et mises en œuvre rapidement, pourquoi effectivement ne pas accompagner des mesures qui iraient dans le bon sens et qui permettraient véritablement de lutter contre le chômage de masse? Force est de constater qu'au vu de ce que François Hollande a annoncé hier, on reste sur notre faim. C'est un énième plan, parce qu'il y a des mesures qui sont annoncées tous les ans depuis que François Hollande est devenu président de la République en matière d'emploi. Ce sont ces dernières cartouches qu'il semble aujourd'hui véritablement tirer. Mais encore une fois, s'il y a certaines mesures, et peut-être nous y reviendrons, qui semblent peut-être aller dans le bon sens, il y a aussi des mesures qui ne vont pas assez loin. Et ce qui manque surtout dans les annonces qu'a faites François Hollande hier, ce sont des réformes structurelles. Ce sont des réformes sur le fond, qui redonnent leur liberté et leur indépendance aux entreprises, qui refont véritablement la durée légale du temps de travail et qui assouplissent le code du travail. Et tout cela ne figure pas dans le plan d'urgence présenté hier. Oui. Alain Richard, quel regard portez-vous sur ces annonces, sur ce plan d'urgence pour l'emploi dévoilé hier par François Hollande? C'est vrai, on a beaucoup entendu que c'était finalement la dernière carte abattue par François Hollande pour lutter contre le chômage. On sait qu'il veut inverser cette fameuse courbe du chômage. Il conditionne d'ailleurs sa candidature en 2017 à cette réussite. Moi, je ne me place pas trop sur le plan de la tactique politique des candidatures, etc., et de la courbe. Je regarde les attentes des gens qui cherchent à retrouver un travail, qui sont sans emploi, et l'avenir de l'économie française. On a fait, en effet, déjà pas mal de mesures qui ont amélioré la compétitivité. On a relevé les marges des entreprises. Ça, il y avait vraiment besoin que ce soit fait. Ça a été fait. Et on a déjà réduit, notamment dans la première loi d'Emmanuel Macron, les procédures qui accompagnent un licenciement. Mais il n'empêche qu'il faut qu'un licenciement soit justifié, parce que ça, moi, je souhaite qu'on aille au bout du débat républicain sur ce sujet avec nos collègues de la droite. C'est-à-dire, si la mesure structurelle consiste à dire le licenciement est inconditionnel et immédiat, ça, c'est un vrai sujet. Il faut simplement se rappeler, pourquoi est-ce qu'on crée très peu d'emplois à l'heure actuelle? Parce qu'on a peu licencié pendant la période de crise. Quand vous regardez la situation du Royaume-Uni ou la situation de l'Espagne, où les licenciements, effectivement, étaient beaucoup plus faciles, le nombre de gens qui ont été mis au chômage est beaucoup plus important qu'en France. Donc après, vous voyez remonter, mais il faut voir d'où on part. Donc ça, c'est un vrai sujet de débat. Nous ne pensons pas. Le Premier ministre l'avait déjà dit avant qu'on engage cette séquence-là, qu'il faut libéraliser
sans contrainte le licenciement. Ça doit rester. C'est-à-dire que ce que propose le MEDEF, ce fameux contrat dit agile, ça, vous n'y croyez pas? J'ai accueilli avec beaucoup de sympathie l'expression de Jean-Pierre Raffarin, parce que c'est normal que nous ayons un débat de responsables et un débat constructif entre forces politiques qui sont en compétition. C'est un des aspects positifs de la démocratie, mais je souhaite qu'on éclaircisse ce sujet du licenciement. C'est-à-dire, est-ce que la réforme structurelle consiste à libéraliser entièrement le licenciement? Dominique Estrosi-Sassone, c'est-à-dire qu'une flexi-sécurité à la française, ça ne pourrait pas exister sur notre territoire. C'est incompatible, cette notion à la fois de flexibilité et de sécurité dans un contrat de travail notamment. Non, je ne pense pas. On avait déjà fait dans la loi Macron quand même, et c'est la majorité sénatoriale à laquelle j'appartiens qui avait déjà introduit ce plafonnement des indemnités prud'homales. Alors, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il se basait à la fois sur l'ancienneté du salarié et sur la taille de l'entreprise. Il semblerait que là, donc, on veuille simplement parler de plafonnement des indemnités prud'homales basées sur la seule ancienneté du salarié, ce à quoi la majorité sénatoriale à laquelle j'appartiens n'est pas du tout hostile. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de pouvoir laisser tout faire, mais laisser de la souplesse, enlever cette rigidité qui entrave sérieusement notre économie, notre croissance et son développement tout simplement. On va poursuivre ce débat, mais je vous propose tout de suite de retrouver Mickaël Zamès en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes Mickaël avec Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains ici au Sénat, c'est à vous. Absolument, Bruno Retailleau qui a présenté un plan ce matin, lui aussi, un plan pour lutter contre le chômage, entre autres, et pour redonner un peu de vigueur à l'économie. C'est un contre-plan à celui de François Hollande ? Non, c'est pas un contre-plan à François Hollande. Simplement, moi, je fais un constat, c'est que depuis longtemps, en France, on a tout essayé sur le chômage, sauf ce qui marche. Voilà. Et le plan de François Hollande est un plan qui traite statistiquement le chômage, qui traite les conséquences. Nous souhaitons traiter les causes. Voilà. Je pense que les hommes politiques devraient s'attacher beaucoup plus au traitement des causes que des conséquences, très clairement. Donnons un peu d'exemples concrets pour nos téléspectateurs. Très concrètement, pourquoi est-ce que la France connaît encore un niveau de chômage extrêmement fort, alors que dans les grands pays européens qui ont fait des réformes, le chômage a baissé? Eh bien, on traite les causes. Je vous donne quelques exemples. C'est la simplification du Code du travail, avec un contrat de travail unique, avec par exemple faire sauter les verrous des 35 heures, avec par exemple doubler les seuils sociaux, avec par exemple l'apprentissage, qui soit une vraie filière du succès et non pas une voie de garage, par exemple l'innovation, etc. C'est-à-dire qu'il faut créer des emplois. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, le chômage continuera d'augmenter. François Hollande vous ouvre aussi un petit peu la porte au président de région que vous êtes. Est-ce que vous allez vous aussi lui tendre la main? Est-ce que vous allez l'aider à essayer de faire, de lutter ensemble contre ce plan chômage? Ce n'est pas François Hollande que je souhaite aider, ce sont les demandeurs d'emploi. Et tout ce qui sera positif, je prendrai. Simplement, je refuserai toujours de financer des stages qui seraient des voies de garage pour les demandeurs d'emploi. L'apprentissage, par exemple, qui a été promis hier par François Hollande, les plans de formation, pour vous, ce sont des voies de garage? Non. L'apprentissage, ça a été une de mes priorités pendant toute la campagne et je vais réunir dans quelques semaines le Grenelle de l'apprentissage. Donc, je souhaite que l'apprentissage soit une cause. Mais simplement, la gauche, les socialistes ont passé 2 ans à casser l'apprentissage. Par exemple, en rabotant les avantages fiscaux des entreprises. Par exemple, en prenant des décrets qui contraignent les conditions de travail pour les mineurs qui sont apprentis. Ce que je souhaite, c'est ce que j'ai dit à Manuel Valls, que j'ai rencontré jeudi. Moi, je suis prêt à relancer l'apprentissage. Ce que je demande simplement à l'État, c'est d'arrêter de faire du yo-yo, c'est de stabiliser le cadre et de déverrouiller ce qui ne va pas sur l'apprentissage. Je vous poserai une dernière question qui n'a pas grand-chose à voir avec le chômage. Cette fois, c'est sur la déchéance de nationalité. Vous allez être reçu vendredi par le président de la République qui devrait certainement vous donner les clés, éclaircir en tout cas sa position. Vous en attendez quoi? Écoutez, moi les choses sont assez claires. On a pris une position. Si les engagements du président de la République sont respectés, c'est-à-dire que s'il y a la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité, nous nous montrerons ouverts. Si en revanche, pour régler les problèmes et les bisbilles de la gauche, on nous entraîne sur autre chose, nous ne serons pas d'accord et nous utiliserons tout ce que la procédure de la Constitution met à notre disposition, droit d'amendement, etc. Les choses sont absolument claires depuis le départ. Le débat, ça n'est pas entre la droite et la gauche. Le débat, c'est au sein de la gauche.
Donc de ne pas voter conforme au Sénat comme à l'Assemblée, c'est possible de votre côté? C'est parfaitement possible, parce que j'imagine que le texte qui va nous venir de l'Assemblée sera un texte sans doute profondément différent de ce que le président de la République a proposé. En tout cas, on en prend le chemin. Simplement, j'attends de voir le texte définitif et à ce moment-là, je pourrai vous répondre plus précisément. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. C'est à vous, Delphine. Merci, Mickaël. Alain Richard, on sait que François Hollande aura besoin du soutien des présidents de région. On sait qu'il a convié d'ailleurs les présidents d'exécutifs régionaux à l'Élysée pour mettre en place, en œuvre ce plan d'urgence pour l'emploi. Ce n'est pas gagné d'avance. On voit déjà les réticences de certains, notamment Bruno Retailleau, et qu'il disait hier qu'il ne voulait pas financer des formations qui s'apparentent à des voies de garage. C'est une très bonne idée et je suppose que personne ne va proposer de financer des formations qui sont des voies de garage. Simplement, j'entends beaucoup de discours politiques sur ce genre de choses. La formation professionnelle, c'est un métier difficile parce que vous avez des centaines de milliers de personnes à former qui sont presque à chacune des cas individuels. Vous avez des besoins d'entreprise qui sont très variés. Donc, c'est facile, si vous voulez, dans un studio, de baver sur tous les gens dont le métier qui n'est pas facile et d'être des formateurs et de dire tout ça est nul. Donc il y a un effort qui est demandé, auquel l'État contribue et auquel on demande aux régions d'apporter aussi leur part pour augmenter la proportion de gens qui sont en attente d'emploi, qui sont indemnisés et qui n'ont pas la formation qui convient. Alors, il peut y avoir beaucoup d'argumentaires politiques qui font bien. Il faut quand même trouver des arguments solides pour dire que ce n'est pas une bonne idée. Dominique Estrosi-Sassone, sur cette question aussi de la régionalisation finalement des politiques en matière d'emploi, on sait que André Baligny, le secrétaire d'État à la décentralisation, à la réforme territoriale, a estimé aussi que ce Big Bang en faveur de l'emploi devait venir des régions. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est une bonne solution. Je vous rappelle également que la régionalisation de la politique de l'emploi a été proposée ici par la majorité sénatoriale, mais n'a pas été retenue. Donc aujourd'hui, il semblerait que le gouvernement veuille changer son fusil d'épaule. Moi, je reviendrai quand même aussi sur le coût, la fièvre dépensière, parce que grosso modo, ce sont des mesures qui sont annoncées à environ 2 milliards d'euros. On sait que l'État devrait mettre sur la table 1 milliard d'euros et se tourner effectivement vers les régions, vers les organismes de formation professionnelle. Donc on verra comment les acteurs qui sont directement concernés pourront réagir, mais encore dépenser 2 milliards d'euros pour devoir toujours trouver, en 2016, je vous le rappelle, la France doit continuer à trouver 16 milliards d'euros d'économies pour tenir la trajectoire de réduction des déficits publics. Donc il faut aussi raison garder. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, le compte n'y est pas parce qu'il y a toujours plus de dépenses publiques et en même temps, je ne sais pas si on tiendra cette réduction des déficits publics pour lequel notre pays s'est engagé. Oui. François Hollande, effectivement, a heureusement qu'on le fait, parce qu'on est parti hier. Vous vous souvenez, en 2012, 2 milliards d'euros sans nouvel impôt. C'est quand même très disproportionné. En 2012, on était à 6% de déficit. Oui, mais c'est pas gagné. Donc, et quand on continue effectivement à dépenser par ailleurs, il faut que les réductions puissent s'opérer. Quand on est dans l'opposition, moi je n'aime pas être dans l'opposition et j'ai beaucoup de chance d'être ici, chaque fois qu'une mesure d'économie, c'est jamais la bonne. Et quand on demande des précisions, quelle autre mesure d'économie, ça reste en général assez poétique. Non, mais pour l'heure, là, il y a des mesures d'économie, mais il y a aussi de nouvelles dépenses. Oui, non, mais le président a été clair. Comment Ah non, mais il n'a pas été clair sur il a dit on fera autant d'économies nouvelles dépenses publiques. Et pour l'instant, je veux dire, on peut être quand même dubitatif et savoir si on y arrivera. Et ça complexifiera encore considérablement notre situation financière. Elle est en train de se redresser. Autre débat qui est sur la table aujourd'hui, c'est la question bien de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faudrait peut-être baisser le montant de ces indemnités pour inciter peut-être davantage les chômeurs à un retour vers l'emploi? On connaît ce rapport de la Cour des comptes qui est accablant et qui propose justement cette baisse des indemnités chômage. Pardonnez-moi, vous avez sans doute lu le rapport de la Cour des comptes qui doit faire 150 pages pour le qualifier d'accablant. Moi, je ne l'ai pas encore lu. C'est un sujet lourd. Il y a un enjeu maintenant d'équilibre, puisque c'est la responsabilité des employeurs et des salariés qui gèrent eux-mêmes ce régime complètement autonome. Ils ont toujours fait preuve de responsabilité dans les deux domaines qu'ils gèrent, qui sont les retraites complémentaires et qui sont l'assurance chômage. Donc, ils ont toujours été capables de trouver une majorité entre les partenaires sociaux pour se mettre d'accord. Ils le feront. Il y a deux sujets, le montant par rapport à l'ancien salaire de l'indemnité et la durée. Il n'y a pas d'expérience qui saute aux yeux en Europe qui montre que la baisse du chômage soit liée à l'appauvrissement des indemnités. Et notamment les pays qui ont les taux d'emploi les plus élevés, les pays d'Europe du Nord, ont par ailleurs une indemnisation qui est assez longue et assez élevée.
Simplement, ils n'ont pas la même démographie que nous. Donc il faut regarder ça avec beaucoup de prudence, mais je sais en tout cas, parce que ça je le vois depuis 40 ans, que les partenaires sociaux ont toujours été capables de trouver un compromis sur ce sujet et allant dans le sens de l'emploi. Dominique Estrosi-Sassone, sur cette question du montant des indemnités chômage. Moi, je pense qu'il faut véritablement se poser cette question de la diminution de l'indemnisation de la durée du chômage. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement dit alors non plus qu'il y a une priorité en matière de lutte contre le chômage, mais une urgence. Et s'il y a urgence, eh bien pourquoi, quand on écoute Madame la ministre du Travail, dire ça relève bien évidemment des partenaires sociaux et s'ils n'y arrivent pas, nous prendrons les responsabilités. Si véritablement il y a urgence, eh bien le gouvernement doit prendre ses responsabilités tout de suite et ne pas laisser du temps qui risque effectivement de pouvoir conduire de nouveau à des difficultés et surtout à plus... Alors en même temps, on commande sans arrêt des rapports à la Cour des comptes. Je le vois dans le domaine du logement, c'est pareil, les aides personnelles au logement. On a eu beaucoup de rapports qui montrent que véritablement il faut faire une réforme en profondeur. Eh bien on le voit à travers la dernière loi de finances, on n'a pas été jusqu'au bout du bout, on a fait encore des petites mesurettes et en même temps pourquoi leur demander ces rapports, et la Cour des comptes est quand même particulièrement experte en la matière, si en plus et si après on ne tient jamais compte des préconisations et des mesures qui sont donc fléchés par cette Cour des comptes. Donc moi, je déplore encore une fois qu'on nous dise oui, mais attendez, les partenaires sociaux seront capables de se mettre d'accord et à ce moment-là, s'ils ne se mettent pas d'accord, on prendra nos responsabilités, bien que le gouvernement prenne tout de suite ses responsabilités. Oui, moi, je veux bien qu'on abroge la convention sur la convention entre tous les partenaires sociaux sur l'assurance chômage et qu'on dise à partir de demain matin, c'est une décision de l'État tout seul. Est-ce que c'est ça que vous préconisez? Oui, mais j'entends un double discours de la part du gouvernement. Puisque à l'instant, Madame El Khomri avait dit ils ont un mois pour négocier. Non, elle n'a pas donné de délai, malheureusement. Elle n'a pas donné de délai. Elle a simplement dit après, si on n'y arrive pas, on prendra nos responsabilités. Je vous dis que ça sera en février. Compte tenu de l'urgence économique et sociale, il faut abroger le dialogue social. Aujourd'hui, véritablement, de mettre en place des réformes qui soient beaucoup plus des réformes en profondeur. Sans dialogue social. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On poursuit notre multiplex parlementaire. On retrouve Tam Tranui, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Tam, on le disait, le Sénat qui entame d'ailleurs aujourd'hui l'examen du projet de loi sur la biodiversité. Cela fait 10 mois que ce texte a été adopté par les députés. Il est donc très attendu, notamment par les associations de protection de l'environnement. Et oui, François Hollande parlait la semaine dernière lors de ses vœux de la trop longue gestation de certains textes au Parlement. Il n'a pas cité ce texte, mais c'est sûr, le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, vous l'avez dit, a été adopté au mois de mars 2015 par l'Assemblée nationale. Ensuite, il a été repoussé par 2 fois ici au Sénat, enfin son inscription à l'ordre du jour. Du coup, beaucoup de lenteur, alors même qu'il y a urgence. Écoutez, à ce propos, le rapporteur Les Républicains, Jérôme Bignon, c'était tout à l'heure dans l'hémicycle. Les exemples pleuvent, ils sont autant de signaux d'alarme que nous ne pouvons plus ignorer. Aujourd'hui, il semble que le taux d'extinction actuel des amphibiens est 45 000 fois plus élevé que son taux d'extinction de fond. Un tiers de tous les coraux bâtisseurs de récifs, un tiers de tous les mollusques d'eau douce, un tiers des requins et des raies, un quart des mammifères, un 5e des reptiles, un 6e des oiseaux, vous l'avez dit avec les 400 millions, vous l'avez cité avec les 400 millions d'oiseaux morts en Europe, sont en voie d'extinction. Et ces disparitions interviennent partout sur le globe. Alors pour ne citer que 2 points qui vont concentrer les débats cette semaine, on peut tout d'abord parler du fait que le texte consacre le mécanisme de compensation, c'est-à-dire que l'État va exiger d'un aménageur qu'il compense la destruction prévue par un projet, par la restauration ou la préservation de la nature ailleurs. Alors certaines ONG y voient la privatisation de la nature, d'autres contestent l'efficacité de la mesure, on le voit. Cette mesure va donc faire débat. Autre mesure très importante, la mise en place de l'Agence française de la biodiversité. Écoutez là-dessus la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Cette agence sera le lieu de l'excellence, de la recherche et des actions volontaristes en lien étroit avec tous les territoires. Donc en nouant aussi des partenariats avec toutes les organisations qui ont été créées par les départements et par les régions. Elle donnera une meilleure visibilité à la stratégie française. Elle va décloisonner aussi les politiques de l'eau et de la biodiversité et mettre au service de tous les acteurs un instrument unique intégré en appui de leur action.
Alors cette grande agence très attendue va regrouper 4 structures existantes avec 1200 agents, mais, et Ségolène Royal l'a d'ailleurs admis lors de son discours qui a ouvert la discussion tout à l'heure, elle n'inclura ni l'Office national de la chasse, ni l'Office national de la forêt, et cela, beaucoup d'associations le déplorent. Alors sur ce texte, il y a eu plus de 600 amendements qui ont été déposés. Normalement, eh bien, on attendait que l'examen se termine jeudi, mais ça devrait être plutôt vendredi. Mais depuis le temps qu'on attend, on n'est pas à un jour près. Merci beaucoup Tam pour vos explications. Il est 18h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. L'état de droit est-il toujours assuré en Pologne? Un débat se tient aujourd'hui devant le Parlement européen à Strasbourg en présence de Beate Szydło, première ministre polonaise. Elle a dû répondre aux interrogations des autres États membres sur d'éventuelles dérives d'ordre démocratique. Débat à suivre dans un instant. Début de l'examen du projet de loi sur la biodiversité au Sénat. Son but est de renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les décisions publiques et privées d'aménagement. Un texte très attendu par les associations de protection de la nature, adopté par les députés il y a déjà 10 mois. Accord entre députés et sénateurs sur le texte sur la fin de vie, ce qui ouvre la voie à une adoption définitive de la proposition de loi Claes-Leonetti. Elle prévoit un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes Tam Tranui et Nora Hamadi en direct du Parlement européen à Strasbourg. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de retrouver nos journalistes, il en a beaucoup été question lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat de ce plan d'urgence pour l'emploi. Et François Hollande le sait, il aura besoin du soutien des régions pour lutter contre le chômage. Le chef de l'État va recevoir les présidents des exécutifs régionaux pour lancer avec eux la formation de 500 000 chômeurs. Julie Hulin. Il y a un mois, la droite remportait 7 des 13 régions françaises. Hier, c'est une sorte d'appel du pied aux régions qu'a fait François Hollande dans son discours, se disant prêt à faciliter toutes les expérimentations régionales et, si nécessaire, à modifier la loi pour étendre les compétences des régions en matière de formation et d'apprentissage. C'est d'abord une demande des présidents de région, qui depuis plusieurs années le demandaient, avant la loi NOTRe, et qui se sont investis beaucoup dans la formation professionnelle. C'est aussi une demande des territoires. La formation professionnelle n'est pas la même dans le Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, qu'elle est dans l'Est de la France, en Alsace ou en Midi-Pyrénées. 1 milliard d'euros pour former 500 000 chômeurs en 2017. Chez les Républicains, on reste sceptique. Le plan de formation, pourquoi pas? Simplement, moi j'y mets un holà et une limite. Jamais ma région ne subventionnera, ne financera des aides qui iraient sur des stages qui sont des voies de garage. Jusqu'où ira François Hollande dans l'élargissement des compétences? Il y a un an, en plein débat sur la réforme territoriale, le pouvoir économique des régions était renforcé, mais Manuel Valls défendait le maintien de la politique de l'emploi dans le giron de l'État. Aujourd'hui, certains souhaitent notamment la régionalisation de Pôle emploi. Arrêtons les contraintes, arrêtons les règlements, simplifions les procédures, que Pôle emploi soit sous le contrôle des régions. Tout ceci pour harmoniser une relation monde de l'entreprise, monde de l'éducation et les régions. Pour mettre en place le plan de formation des demandeurs d'emploi, Manuel Valls réunira début février les présidents de régions, les partenaires sociaux et Pôle emploi. Je vous le disais en titre, un débat avait lieu cet après-midi devant le Parlement européen à Strasbourg. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Nora Hamadi en direct. Alors bonsoir Nora. Ce débat avait lieu sur la crise polonaise en présence de la nouvelle première ministre Beate Szydło. Quelle a été l'ambiance et que s'est-il dit ? Eh bien écoutez, l'ambiance est finalement assez tranquille. On s'attendait en fait à des grandes envolées. Il y a un public eurosceptique qui est venu soutenir la première ministre Beate Szydło, qui doit ici passer en fait une forme d'examen de passage devant les parlementaires européens qui sont de toute façon plutôt enclins à préserver l'état de droit et à un petit peu mettre au banc la Pologne sur ces questions, notamment, vous le savez, de réforme du tribunal constitutionnel et sur la question de la liberté de la presse. Alors clairement,
Évidemment, le premier vice-président Timmermans a pris la parole après le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas qui assure la présidence tournante, en pointant le fait inédit de cette action vis-à-vis de la Pologne, en remettant un petit peu en question le fait que l'état de droit pouvait potentiellement être mis à mal depuis les réformes qui ont été mises en place par le nouveau gouvernement du parti PiS, Droit et Justice, dont la première ministre Beate Szydło en fait a pris la direction il y a maintenant quelques mois. Celle-ci n'a pas voulu entendre ces remontrances potentiellement et a surtout martelé la Pologne est un pays souverain. Les Polonais ont choisi de mettre au pouvoir ce parti et ils mettront en place ces mesures qui étaient promises aux Polonais. Et en gros, la Pologne est polonaise. La Pologne en fait a envie encore une fois de participer à cette construction commune qu'est l'Europe, mais il est hors de question que ici les parlementaires européens et a fortiori la Commission remettent en question le droit de la Pologne de mettre en place ces réformes. Donc en clair, il faut entendre fermer le banc. On est prêt à discuter, a affirmé la première ministre Beate Szydło, mais il est ici clairement hors de question d'entendre remettre en question la souveraineté polonaise. Merci beaucoup Nora pour vos explications et on ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360. Et pour parler de cette crise polonaise, 3 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Clémentine Forissier, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du journal Contexte, spécialisée dans les politiques publiques françaises et européennes. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Jean-Pierre Leleux, bonsoir. Sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous êtes président du groupe d'amitié France-Pologne ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Jean-Yves Lecomte est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Première question peut-être pour vous, Clémentine Forissier. Pourquoi finalement la Commission européenne a-t-elle déclenché cette procédure, on l'a entendu, inédite à l'égard de la Pologne? Y avait-elle de réels doutes sur des dérives d'ordre démocratique, un non-respect de l'état de droit? En fait, il faut s'intéresser au cas hongrois pour comprendre pourquoi la Commission européenne a fait ça à l'égard de la Pologne. En réalité, il y a eu des débats longs qui sont d'ailleurs pas terminés entre Bruxelles et les Hongrois depuis plusieurs années. Et il n'existait aucune méthode à part le déclenchement de ce qu'on appelle l'arme nucléaire à Bruxelles, c'est-à-dire l'article 7 qui demande la suspension des droits de vote au sein du Conseil européen. Donc, c'est-à-dire en gros un État qui aurait du coup moins de voix que les autres, et personne n'a envie de déclencher ce type de mécanisme parce que politiquement c'est intenable. Et donc après avoir pendant de nombreuses années eu des difficultés avec les Hongrois, la Commission européenne a décidé de mettre en place, à la demande d'ailleurs des États, ce mécanisme de dialogue en fait. Jean-Yves Lecomte, quels sont, vous, peut-être les contacts que vous avez eus sur place, notamment en ce qui concerne les médias? On a vu de réelles inquiétudes après la loi promulguée sur les médias. On parle d'une véritable purge en ce qui concerne les nominations des directeurs de radio publique et de télévision. Ah oui, les médias seront totalement contrôlés, mais ce n'est que le début d'une tentative de contrôle de l'ensemble de la société. Vous avez parlé du tribunal constitutionnel, mais le pire est à venir. Hein. Le pire, c'est la fusion de la charge de procureur de l'État, le général, avec le ministre de la Justice, tout en augmentant les pouvoirs du procureur, ce qui sera là totalement en dehors des clous européens. Donc finalement, il est important de pouvoir dire aux Polonais, en tout cas au gouvernement polonais, aujourd'hui, halte là, faites attention, sachant que les Polonais restent polonais. Et que par conséquent, ils sont déjà dans la rue pour protester contre ces menaces, contre la démocratie. Et que je crois que finalement, ce que fait le Parlement européen, ce que fait la Commission européenne, aide les Polonais démocrates dans leur combat. Jean-Pierre Leleux, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette situation, de cette crise polonaise depuis que le parti Droit et Justice, le parti PiS finalement est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il faut vraiment nourrir de réelles inquiétudes à l'égard du pouvoir polonais? Moi, je tire un coup de chapeau à la Pologne en général, qui en 25 ans a transformé complètement son système en démocratie et a provoqué une grande amélioration de la vie des Polonais. Il y a une alternance politique. Effectivement, le gouvernement issu de la plateforme civique a été remplacé par un processus qui, lui, n'est pas contestable, par le PiS, parti conservateur assez dur.
Voilà, ce parti au gouvernement a mis en œuvre des réformes dont certaines peuvent effectivement susciter l'inquiétude. Mainmise sur le parquet, fusion d'ailleurs du parquet général avec le gouvernement, mainmise sur les médias, mainmise sur les fonctionnaires de la fonction publique. Donc tout cela peut susciter l'inquiétude, mais ce que je voudrais dire pour essayer de résumer mon sentiment, même si on peut comprendre que l'Union européenne diligente cette procédure de sauvegarde de la démocratie et d'un état de droit. Moi, je ne souhaite pas trop m'ingérer dans les affaires strictement internes de la Pologne. Et ceux en qui je fais totalement confiance, c'est au peuple polonais. Et Jean-Yves l'a sous-entendu en disant ils sont déjà dans la rue. Le peuple polonais est un peuple mature qui ne supportera pas que l'intervention de l'État vienne trop gêner son esprit assez libéral en réalité. Et donc je crois qu'il faut espérer, et je le pense, une forme de régulation. Et le PiS ne pourra pas aller, à mon sens, au-delà d'un certain niveau de mainmise. Et je crois que l'apaisement qui est souhaité par à la fois la Première ministre au Parlement aujourd'hui, et ce que souhaite aussi, je pense, l'Union européenne, car l'Europe n'a pas besoin d'un conflit de cette nature en ce moment où il y a tellement de problèmes et de sujets de dissension en Europe. Ouais, Clémentine Forissier, justement, hein, Jean-Pierre Leleux vient de le souligner, est-ce que la Commission européenne aurait intérêt à avoir recours à cet article 7 et à sanctionner la Pologne? De toute façon, la Commission elle-même ne peut pas le décider toute seule. Il faut qu'elle demande au Conseil européen de se saisir de cette question. Et là, honnêtement, je pense qu'aucun État n'a envie d'appliquer cette sanction. Et de toute façon, ça n'a jamais été le cas, même depuis 15 ans, il y avait déjà eu des problèmes avec l'Autriche. Donc non, je pense que personne n'a intérêt à ça. Je suis assez d'accord avec l'idée que les Polonais eux-mêmes peuvent peut-être freiner en fait les ardeurs du gouvernement, ne serait-ce que parce que si on regarde les sondages, le gouvernement qui vient d'être élu a déjà chuté vraiment beaucoup. Donc ça, c'est quand même un signal. Il y a des manifestations. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont été élus avec un score relativement faible, même s'ils ont réussi à obtenir la majorité en sièges. En voix, ils ont été élus avec 37% des voix, si je me souviens bien, 37,5%, ce qui n'est pas beaucoup. Donc il y a un moment où ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que si les médias sont entièrement contrôlés, la contestation sera plus difficile à faire passer. Comment expliquez-vous, Jean-Yves Lecomte, finalement aussi le basculement, ce vote vers un parti eurosceptique? Écoutez, finalement, c'est une leçon, même pour nos débats internes en France. Lorsque vous avez un parti qui suscite un énorme rejet, et c'est le cas du PiS en Pologne, si c'est la seule force d'alternance, à un moment ou à un autre, l'usure du pouvoir, les erreurs des gouvernants qui sont inévitables, conduisent à ce que ce parti, même s'il est fondamentalement pas populaire, arrive au pouvoir. Et tous les débats qu'on a en France sur le tripartisme, sur les grandes alliances, doivent nous apprendre ça. Et puis, finalement, il y avait une usure du pouvoir. Et puis, oui, la Pologne s'est beaucoup transformée. Mais au cours des dernières années, il y avait beaucoup plus de souffrance que l'espèce d'image de Pologne idéale qu'on nous donnait. Beaucoup de travail au noir, des salaires qui n'augmentaient plus, une corruption très forte, malgré tout, au sein de la société, qui fait que, finalement, ce que la Pologne de Donald Tusk n'est pas celle. Dans le fond, les Polonais ne la ressentaient pas telle qu'elle se voyait, telle qu'elle se présentait en Europe. Et ça, c'est la force du PiS. Il faut faire aussi attention à autre chose. C'est qu'ils vont faire des réformes sociales. Ils vont apporter finalement, ils vont faire ce qu'ils ont promis, ou ils vont tenter de faire ce qu'ils ont promis à leur électorat. Ils ont un électorat. Et cet électorat, il est aussi capable, finalement, de les soutenir dans l'adversité. Et c'est un petit peu ce qui se dit, c'est-à-dire que la Pologne sous tutelle de Bruxelles, c'est un peu comme la Pologne sous tutelle de Moscou auparavant. Et ça va aussi. Moi, je crois que leur principale faiblesse, c'est que finalement, la faiblesse du PiS, c'est que, en fait, en étant eurosceptiques, ils ont la même vision de l'avenir de l'Europe que Viktor Orban. Mais que quand vous voyez cette vision, elle est finalement pas très différente de ce que finalement certains Russes ont aussi. Et que c'est cette faiblesse. C'est-à-dire que finalement, les Polonais sont profondément européens. Ils veulent construire l'Europe, participer, mettre la Pologne au cœur de l'Europe. Et finalement, le PiS a une vision de l'avenir de l'Europe et de la place de la Pologne dans l'Europe qui est vraiment une vision du passé, une vision issue des accords de Yalta. Et ça, c'est leur faiblesse.
Jean-Pierre Leleux, quel pourrait être l'impact sur les relations franco-polonaises de cette crise et de ces manquements à l'état de droit de la Pologne en ce moment? Personnellement, je pense que les relations entre la France et la Pologne doivent être l'objet d'une très grande vigilance et d'une grande attention. Le couple franco-allemand est certes l'axe important d'équilibre de l'Europe, mais moi je pense que un axe fort du style du triangle de Weimar entre Berlin, Paris et Varsovie est un élément porteur de stabilité pour l'Europe de demain. Et je pense que dans l'Europe de l'Est, c'est la Pologne qui est le poids le plus fort. Donc ces relations, il ne s'agit pas de partir en guerre contre la Pologne. Et je pense qu'il y a, et Jean-Yves a raison, une politique intérieure de mesures sociales qui vont passer aujourd'hui, financées d'ailleurs par des taxes sur les grandes surfaces qui vont pouvoir permettre cela. Mais il y a un aspect géopolitique européen qui, à mon sens, est majeur, et vous l'avez cité tous les deux, c'est la Hongrie. Et ce que l'on peut craindre, c'est une forme de kyste, on va dire, eurosceptique, anti-européen, qui se stabilise au niveau de l'Europe centrale, pas de l'Europe de centre. Et ça, l'Union européenne pourrait en souffrir énormément. Il faut vraiment que la diplomatie soit extrêmement active ces temps-ci pour qu'on aille vers un apaisement avec le gouvernement polonais, qui a une légitimité démocratique puisqu'il a été élu, mais qui doit faire attention à respecter les valeurs du pacte européen en matière d'État démocratique. Ouais, Clémentine Forissier, cet appel au calme, à l'apaisement, vous y croyez? La situation finalement va un peu se rétablir? Ce qu'on peut voir, c'est que la Commission européenne a vraiment ce ton-là. C'est-à-dire que pendant les vacances de Noël, on a envoyé au front le commissaire Oettinger qui est habitué de ça pour un peu dire que ça n'allait pas, etc. Mais derrière, Jean-Claude Juncker a essayé d'apaiser son discours. Le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, qui est en charge du dossier, lui aussi dit qu'ils sont là pour dialoguer, qu'il n'est absolument pas question de taper sur les Polonais, etc. etc. Donc là-dessus, la Commission a un discours très clair. On peut voir aussi qu'il n'y a aucun chef d'État qui, pour le moment, se prononce vraiment sur ces questions-là, parce que c'est effectivement des questions de politique intérieure et personne n'a envie qu'on s'immisce dans ses propres affaires, donc ne va pas le faire chez son voisin. Donc je pense que de toute façon, de façon publique, on n'aura pas intérêt à ce qu'il y ait des mots qui aillent trop loin. Après, pour le moment, le gouvernement polonais est très très droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il y a eu des mots assez durs de la part de certains ministres à l'égard de ce que pouvait faire la Commission, etc. Donc là, je pense que c'est un peu le punching ball pour l'instant de la Commission européenne. Elle se dit, c'est pas grave, je prends les coups en public et derrière, j'essaye d'agir. Et c'est évident que derrière, de toute façon, Angela Merkel a aucun intérêt à se fâcher avec les Polonais. Et sur l'axe franco-polonais, je trouve que depuis que François Hollande a été élu, il y a eu quand même un changement de ton par rapport aux Polonais. Il s'est déplacé à de multiples reprises à Varsovie. Donc je pense que les Français aussi sont conscients de l'importance de cette collaboration. Oui. Vous confirmez, vous partagez cette analyse sur cet axe franco-polonais sur l'évolution et le renforcement de la relation franco-polonaise depuis 2012, c'est très clair. Ceci étant, il y a quand même une très grande inquiétude. C'est que finalement, elle, président de la République, et la première ministre polonaise n'ont aucune marge de manœuvre. Il faut voir qu'on est dans un schéma où, j'allais dire, je vais peut-être être un peu caricatural, mais il y a un guide de la révolution, Jarosław Kaczyński, qui convoque le président de la République ou le Premier ministre et qui leur donne des ordres. Mais lui, il n'aura pas de contact avec l'étranger. Et par conséquent, finalement, tous les échanges, finalement, on les a avec des ambassadeurs, que ce soit M. Duda ou Mme Szydło, et pas avec celui qui décide et qui, finalement, se sent investi d'une mission d'autant plus forte qu'il la porte pour son frère jumeau aussi. Et c'est ça tout le danger. C'est qu'il faut, c'est lui qu'il faut convaincre que finalement, son projet, il doit l'amender. Que sinon, finalement, par rapport à tout ce qu'il dit sur la place historique de la Pologne va être à contre-courant. Que nous avons besoin, l'Union européenne, mais aussi pour l'avenir de l'Ukraine, que la Pologne reste dans finalement l'axe qu'elle a toujours eu depuis 25 ans, et pas qu'elle en change. Et que finalement, en voulant le renforcer, il est capable de finalement changer la place géopolitique de la Pologne pour la mettre vraiment du côté de ceux qui peuvent détruire le projet européen. Et que c'est certainement pas ce que veulent même les électeurs du PiS. Ouais. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Le problème, c'est que ni Mme Szydło, ni M. Duda ne sont capables de le convaincre. Et lui, il est derrière. C'est un peu comme un guide de la Révolution. Et c'est ça qui sera difficile. Ouais.
Jean-Pierre Leleux, pour clore ce débat, c'est vrai que ça intervient également, cette situation, cette crise polonaise, dans un contexte de remise en cause de l'Union européenne, avec d'un côté les Anglais, de cette Europe à plusieurs vitesses. Comment voyez-vous l'avenir ? Je crois qu'effectivement, l'Europe rencontre aujourd'hui des problèmes assez graves et qui tendent à diviser les nations européennes qui, dans une période assez longue de richesse, de croissance, avaient trouvé toujours les moyens de s'entendre. Aujourd'hui, la crise est grave un peu partout. Il y a le problème des migrants, il y a le problème du terrorisme, il y a la menace du Royaume-Uni. Enfin, il y a tous ces sujets qui fracturent l'union, le ciment qui s'était créé en Europe. Et je pense qu'effectivement, le moment est plus à des initiatives le plus consensuelles possible qu'à des divisions. Et là, c'en est une, bien que je pense qu'il faut la régler, la surveiller. Mais j'en reviens, si je peux donner le dernier mot de conclusion, à la confiance qu'il faut avoir dans le peuple polonais, parce que c'est lui qui va régler cette régulation. Clémentine Forissier, est-ce que l'Union européenne se remettra de cette crise, de cette épreuve polonaise ? Je pense, parce qu'elle en a des plus graves à régler là, dans les mois qui viennent, le terrorisme, les immigrés, la remise en cause du principe de libre circulation, le référendum au Royaume-Uni, avec en plus cette crise polonaise. Je pense que, en fait, je ne sais pas si c'est celle-là dont elle se remettra, mais il faut qu'elle réussisse à régler l'ensemble des problèmes auxquels elle est confrontée. Ouais, sur cette question de la crise en Pologne, le dernier mot pour vous, Jean-Yves Lecomte ? Je pense qu'il faut faire confiance aux Polonais. Il y avait quelques Polonais il y a un comité pour Komitet Obrony Demokracji, comité pour la défense de la démocratie, qui il y a quelques jours a publié une photo et une affiche Europe, attends, nous reviendrons. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le combat des Polonais et essayer d'échanger avec ceux qui aujourd'hui cassent la confiance qu'il peut y avoir entre la Pologne et l'Union européenne. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. J'accueille tout de suite Michel Grossior. Bonsoir Michel. Dans un instant, l'émission Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat en partenariat avec l'AFP. Et vous recevez ce soir, Michel, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuelle Cohen. Absolument, nous lui poserons bien sûr 3 questions. La première des 3 questions de l'émission, est-ce qu'elle est convaincue par le plan emploi présenté par François Hollande hier, dans un climat de scepticisme assez répandu? On n'a pas encore entendu la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Alors nous lui demanderons si elle estime que François Hollande est en mesure de remporter son pari, l'inversion de la courbe, d'ici 2017. La deuxième question portera sur la primaire à gauche. Où en sont ses réflexions, alors qu'à l'Élysée, manifestement, on se montre plutôt ouvert désormais à cette primaire s'il ne s'agit pas d'un tribunal pour le président sortant. Enfin, troisième question, après les nouvelles révélations sur la pollution réelle des moteurs diesel, peut-on faire confiance aux constructeurs automobiles, à Renault et à tous les autres? Oui. Autre question peut-être, Michel, sur le texte sur la biodiversité qui sera examiné au Sénat. Absolument. Qu'est-ce qu'elle en attend? Est-ce qu'elle attend du Sénat qu'il tienne bon face à certains lobbies que l'on sait très puissants? Alors on verra effectivement si elle juge favorablement l'arrivée enfin de ce texte sur la biodiversité qui a déjà été examiné il y a de longs mois par l'Assemblée nationale. C'est bien cela, Delphine? Oui, Michel. Donc, Preuve par 3 à suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat à partir de 18h30, je le rappelle, émission en partenariat avec l'AFP. En attendant, je vous propose de revoir les temps forts de la séance de questions d'actualité au gouvernement qui s'est déroulée cet après-midi au Sénat. Et on se retrouve juste après. La semaine dernière, ma collègue Chantal Jouanneau vous interrogeait sur votre politique économique. Vous lui répondiez que le président de la République allait proposer un plan, proposer de nouveaux outils contre le chômage. Plan annoncé hier matin. Nous sommes tout sauf convaincus. Financer 500 000 formations supplémentaires, c'est moins de 1% du nombre de chômeurs. Déboucher sur un emploi, oui. Pour donner l'illusion d'une baisse du chômage avant les élections, ce serait totalement inacceptable. Il serait plus pertinent de réformer notre système de formation, horriblement complexe, coûteux et très peu réactif. Libérer l'organisation du travail dans les entreprises, oui. Mais aussi réformons ce droit du travail qui se retourne d'abord et avant tout contre les demandeurs d'emploi. Il faut plus de souplesse pour les entreprises. Il faut, par ailleurs, faire confiance aux régions.
En 2015, le Sénat voulait confier au président de région le pilotage du service public de l'emploi. Vous y êtes opposé. Vous êtes également opposé à la régionalisation de Pôle emploi. Votre secrétaire d'État à la réforme territoriale y était pourtant favorable. Alors ma question, Monsieur le Premier ministre, allez-vous de nouveau changer d'avis et faire confiance aux régions plus proches des réalités et des acteurs? Vous n'êtes pas convaincu de quoi? Qu'il faut former des demandeurs d'emploi dans notre pays? Qu'il faut mieux répondre à ces emplois non pourvus? On se compare toujours à l'Allemagne, mais en Allemagne, on forme 2 demandeurs d'emploi sur 10. En Autriche, on forme 4 demandeurs d'emploi sur 10. Et dans notre pays, on en forme 1 sur 10. Alors, en effet, nous souhaitons développer un plan de formation supplémentaire des demandeurs d'emploi. Et ce n'est pas un traitement statistique du chômage. Vous le savez particulièrement bien. Les demandeurs d'emploi qui seront formés ne disparaîtront pas des chiffres de Pôle emploi. Et l'enjeu, c'est justement pour challenger tout notre organisme de formation professionnelle, de partir des besoins des entreprises, de développer les préparations opérationnelles à l'emploi, de développer, comme l'a dit le président de la République hier, de passer de 8 000 à 50 000 contrats de professionnalisation pour que l'effort de formation des entreprises soit admis également dans ce cadre-là. Voilà quel est l'enjeu de ce plan. Le deuxième enjeu, c'est véritablement de soutenir la création d'emplois. Et pour ce faire, en effet, dans le temps du basculement du CICE en allègement de charges pérennes, l'objectif, c'est de mettre en place cette prime à l'embauche qui permet justement, non pas pour des entreprises qui sont en perte d'activité, mais à un moment où il y a une reprise de l'activité économique, que des créations d'emplois puissent se faire de façon beaucoup plus massivement. Vous m'interrogez, et je vous le dis très sincèrement, tous les acteurs de l'emploi devront prendre leurs responsabilités. Le Premier ministre organisera un séminaire avec l'ensemble des présidents de régions, avec tous les partenaires sociaux, les représentants de l'État, à partir des besoins, bassin d'emploi par bassin d'emploi qui nous seront remontés. Et l'objectif, c'est de préparer ensemble la mise en œuvre opérationnelle de ce plan. Enfin, vous le savez, le président de la République l'a dit hier, nous sommes ouverts à toutes les expérimentations et nous en discuterons à l'occasion de ce séminaire avec les présidents de région. Quand allez-vous renoncer en matière d'emploi aux vieilles recettes initié par M. Raymond Barre il y a 40 ans. En effet, vous continuez et amplifiez les mesures qui ont montré leur inefficacité, les aides aux entreprises et les exonérations qui ne créent aucun emploi. Ce qui a été annoncé hier est une liste à la Prévert des mesures plus libérales les unes que les autres. Casse du Code du travail, remise en cause des 35 heures, plafonnement des indemnités prud'homales, mise en danger de l'indemnisation des chômeurs, tout y passe. Par contre, interdire les licenciements boursiers que la gauche sénatoriale a pourtant voté ici même en décembre 2011, vous n'y pensez même plus. Alors, Madame la Ministre, je vous répète ma question, allez-vous renoncer enfin à ces vieilles recettes? Je ne crois pas que vous puissiez dire que investir humainement dans la formation de 500 000 demandeurs d'emploi, ce soit des recettes libérales. Je crois justement qu'à un moment où il y a une reprise de l'activité économique, qu'à un moment où la croissance sera meilleure en 2016 qu'elle ne l'a été en 2015, je crois, au moment où le président de la République, la semaine dernière, a annoncé 3 milliards d'euros d'investissement public, notamment dans la rénovation thermique, je crois en effet que l'investissement humain en direction de ces personnes, pour qu'ils puissent ne pas se retrouver au bord du chemin et qu'ils puissent retrouver l'emploi, est un élément déterminant pour notre pays. Je crois que c'est bon aussi pour la compétitivité de notre économie que de qualifier des personnes. Nous sommes actuellement en train de parler du compte personnel d'activité. Ce compte personnel d'activité, c'est une mesure de progrès social. C'est une mesure qui considère justement qu'aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise à l'âge de 18 ans pour en sortir à 60 ans, mais que notre expérience professionnelle va être faite de rupture et que l'enjeu, c'est d'attacher aussi les droits, non pas qu'au statut, mais attacher des droits justement aux personnes et qu'on puisse les utiliser. C'est ça aussi de construire un nouveau modèle social. Le statu quo, ces questions ne sont plus possibles dans notre pays. L'enjeu, c'est pas d'idéaliser le passé, c'est d'être en capacité, tous ensemble, à construire l'avenir. Quand nous prévoyons d'accompagner les demandeurs d'emploi à la création d'entreprises, c'est une chance pour eux parce que nous le savons que le taux de fragilité derrière sera bien moins. Et les mesures qui ont été prises, le pacte de responsabilité, le CICE, je ne les considère pas
comme des cadeaux aux entreprises. Je les considère justement pour mettre en œuvre un écosystème. Et la loi que je porterai, la loi travail, ne visera justement à mettre plus de négociations collectives, parce que je crois au dialogue social et je crois dans la force des syndicats justement. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, qui reçoit ce soir Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonne suite des programmes et à demain.